Avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à notre intervenant, juste quelques mots pour situer le contexte de ce webinaire. Donc déjà, avant toute chose, je pense que vous l'avez remarqué, ce webinaire sera enregistré. Et le replay sera diffusé sur le site Agir ESE. Donc seules les personnes qui s'expriment au micro apparaîtront sur la vidéo. Donc merci de bien couper votre micro pendant l'intervention, sinon bah, vous apparaîtrez sur le replay. Donc ces webinaires sont proposés par le pôle éducation et promotion de la santé environnement, qui est coporté en Auvergne-Rhône-Alpes depuis près de 15 ans par les associations Graines et Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on s'appelait avant IREPS jusqu'au 1er juillet 2024. Donc je suis Marie Pagès-Gold, je suis chargée de projet à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue du Graine, Odessa Marmora, qui assurera aujourd'hui la technique, les aspects logistiques du webinaire. Donc le GREN et l'IREPS avaient déjà proposé un premier cycle de webinaire en 2021 suite à la crise du Covid-19 pour mieux comprendre les liens entre santé mentale et santé environnement. Et puis cette année, on a souhaité proposer un autre cycle de webinaires inspirant pour permettre aux acteurs de la santé environnement de faire un pas de côté par rapport à leur quotidien. Donc, on a vraiment pensé ces webinaires comme une bouffée d'oxygène, comme un espace pour échanger et pour se ressourcer et ouvrir ses horizons. Donc, ce cycle a débuté la semaine dernière avec un premier webinaire sur l'écoféminisme, avec l'intervention de la philosophe Jeanne Burger-Goutal. Donc, dans ce webinaire, on a appris que l'écoféminisme nous invitait à engager des changements systémiques pour lutter contre les inégalités environnementales et contre la destruction de la nature. Donc, on a parlé plus spécifiquement de passer de systèmes pyramidaux qui sont marqués par des rapports de domination à des liens beaucoup plus horizontaux, circulaires entre humains et aussi entre humains et non humains. Donc aujourd'hui, avec Olivier Amand, que je présenterai dans un instant, on va continuer d'explorer cette question des changements systémiques ou des changements de paradigme qui sont possibles, voire souhaitables, dans un monde de plus en plus incertain. On vit en effet dans un monde marqué par les crises environnementales, par les crises sociales, politiques, sanitaires. Les tempêtes, les inondations qu'on a subies en Europe cet automne en sont un rappel. On vit aussi en parallèle, on vit dans un monde de burn-out environnemental, mais aussi de burn-out humain, où la destruction de l'environnement, les dégradations de l'environnement et le déclin de notre qualité de vie sont étroitement liés. Donc, en tant qu'acteur de la santé-environnement, la question qui se pose, c'est comment on peut agir pour permettre à tous de mieux vivre dans ce contexte incertain, en prenant soin de soi, en prenant soin des autres et puis aussi en prenant soin du vivant dans son ensemble. Donc, c'est d'ailleurs du vivant que Olivier Amand nous invite à nous inspirer pour repenser des manières de produire, de décider ou d'apprendre. Donc, Olivier Amand est chercheur et biologiste, directeur de recherche à l'INRAE et directeur de l'Institut Michel Serres. Dans ce webinaire, nous allons nous appuyer sur ses travaux et sur ses réflexions sur le fonctionnement du vivant pour interroger nos pratiques et réfléchir à de nouveaux récits et pistes d'action en éducation et promotion de la santé environnement. Donc Olivier, n'hésitez pas à compléter cette rapide présentation. Donc vous avez environ 1 heure d'intervention et puis ensuite les participants seront répartis en petits groupes pour réagir à votre intervention et puis identifier une question à vous poser. On aura ensuite un temps de questions-réponses et puis on conclura ce webinaire aux alentours de 12 heures. Donc je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, merci de l'invitation. Tout a été dit, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, je suis chercheur et biologiste, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir sur moi. Donc du coup, ok, je partage mon écran. Donc normalement, vous allez pouvoir voir mes diapos. Voilà, normalement, c'est bon. Dites-moi, si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à m'interrompre. Ok, donc pour une santé commune. Alors, je démarre avec ce tableau du douanier Rousseau que je présente souvent parce que c'est un peu la vision qu'on peut avoir du vivant quand on est un petit, ou la vision d'Épinal, si vous voulez, de la nature, le côté foisonnant, plein de couleurs, de formes. Il y a des surprises aussi, il y a des petits animaux avec des yeux, là, tout ça, qui s'appelle le joyeux farceur, hein, ce tableau.
Ça peut être une certaine vision du vivant. Et puis, en fait, rapidement, quand on grandit, on se rend compte que le vivant, on l'a plutôt transformé en ça, quoi, quelque chose de très rationnel, de très organisé, ouais, quelque chose qui est soumis à l'injonction d'optimisation. Et donc, c'est vraiment de ça, c'est mon point de départ. Et donc, ça, Marie l'a déjà dit, on est dans un monde qui est dans l'hyper-optimisation. C'est la valeur cardinale de notre monde. Si vous pouvez faire l'exercice, hein, regardez votre journée du matin au soir. Absolument tout ce qu'on fait est soumis à l'injonction d'optimisation. La façon dont les bols sont rangés dans l'armoire, la façon dont on met ses chaussettes le matin, comment on optimise même ses vacances, absolument tout est soumis à l'injonction d'optimisation. Alors du coup, ça demande un petit peu un point de définition. Donc l'optimisation, c'est l'augmentation des performances, hein, et la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on est efficace et efficient, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et donc l'optimisation, dans sa version, dans sa définition la plus mainstream, hein, la plus standard, c'est juste l'augmentation de la performance. On atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Il y a plein d'autres définitions d'optimisation, hein, mais c'est des définitions plus élaborées mathématiquement. Là, je prends vraiment la définition qui est la plus standard dans le milieu des organisations, des entreprises, du politique, quoi. Ok, donc ça c'est la performance. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit avec ce monde qui fait tellement de performance? Bah, ça a déjà été dit, hein, il y a plein d'exemples où on voit qu'on est dans un monde en surchauffe de performance. Donc, alors, l'épidémie de burn-out est un exemple. Donc là, ici, je vous prends une citation qui était dans Le Monde. Donc, un certain Robin, 27 ans, qui dit qu'en gros, il a besoin d'une béquille chimique pour continuer à travailler. Mais il dit pas continuer à travailler, il dit continuer à fonctionner au boulot, fonctionner. Donc le verbe fonctionner, hein, ce qui fonctionne, ce ne sont pas des êtres vivants, hein. Ce qui fonctionne, ce sont des objets, des machines. Donc en fait, là, il s'est totalement identifié à une machine. Alors une machine, ça casse. Et donc ça, vous le savez bien, hein, c'est la différence qu'il y a entre fragilité et vulnérabilité. La fragilité, c'est pour les objets qui cassent. La vulnérabilité, c'est pour les êtres vivants qui se soignent. Et donc, nous, les êtres vivants, nous sommes vulnérables. Quand on est fragile, ça veut dire que là, on a passé un point de non-retour, hein. Ça devient irréversible. Donc, tant qu'on est vulnérable, c'est très bien, au contraire. Ça veut dire que là, on est vivant, quoi. Voilà, on est en train de se soigner, quoi. Donc, ça, c'est bon. Mais le burn-out, le problème, c'est que justement, on passe de la vulnérabilité à la fragilité, quoi. Et alors, d'autres exemples, hein, tant que ça a déjà été cité, le Covid-19. En fait, on a bien compris que la pandémie de Covid-19, ce n'était pas le problème du virus. Le virus SARS-CoV-2, c'est un virus extrêmement banal. C'est un coronavirus qui est, voilà, enfin, c'est un virus du rhume. Alors, évidemment, il est plus virulent, etc., mais c'est un virus extrêmement banal. Ce qui n'est pas banal, c'est le substrat. C'est nous, les humains. Nos sociétés humaines sont tellement optimisées qu'elles sont extrêmement fragiles. Donc, alors, je vous renvoie à la case du siècle, hein. On a tellement suroptimisé les hôpitaux que du coup, ils sont devenus très fragiles. L'hypermobilité, l'hyperobésité, l'hyperdiabète, c'est ça le problème. C'est ce que ça a révélé, la pandémie, hein. C'est pas le virus le problème, c'est nous. C'est nous qui avons créé la pandémie. Un virus pareil dans les années 60, probablement qu'on n'aurait pas été confiné, hein. Donc voilà, on est dans ce monde-là, dans le monde de la suroptimisation. Et donc, c'est pas que moi qui le dis, hein. Oui, je cite Barbara Stiegler, Richard Horton, hein, le rédacteur en chef de Lancet. Tout le monde est d'accord là-dessus, hein, finalement. Donc, on est dans ce monde-là. Alors, du coup, bah, peut-être qu'il faut aller un cran plus loin. Et alors, du coup, bah, on peut aller chercher des exemples comme ça, du délire, hein. Là, donc, on sort du dogme ou du culte de la performance pour aller carrément dans le délire. Donc là, vous voyez, je prends une photo. J'étais dans le métro à Paris, et donc j'ai pas résisté. J'ai pris la photo. Donc c'est une affiche pour les Émirats arabes unis qui donc nous invite à aller sur Mars. Alors, aller sur Mars, hein, donc Mars, c'est une planète morte. Donc en fait, c'est vraiment du délire total, hein. Quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte, ça n'a vraiment aucun sens, mais vraiment aucun sens. C'est d'un point de vue pratique, évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas, on ne saura pas faire de l'agriculture circulaire sur Mars, hein, donc même si on voulait y penser, mais même sans ça, ça n'a aucun sens. Et vous voyez, ce qui est marqué aussi là, impossible est possible. Alors, impossible est possible, si vous avez déjà écouté des conférences d'Aurélien Barraud, c'est exactement ce qu'il dit. Les êtres humains, notre problème, c'est que quand on peut faire quelque chose, on le fait. Mais par contre, on ne se demande pas pourquoi on le fait. Et donc, bah, Mars, c'est exactement ça. On ne se demande pas pourquoi on veut aller sur Mars.
alors que ça n'a vraiment aucun sens. Donc là, c'est du délire. C'est du délire. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'atterrir. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un chemin qui permet peut-être de dérailler de ce culte de la performance. Et donc, pour démarrer, bah, il faut des arguments pour entamer la déprise sectaire. Et je pèse mes mots, hein. Nous sommes dans une dérive sectaire de la performance. On ne critique plus la performance. C'est forcément positif. Du coup, je vais essayer de vous donner des arguments scientifiques pour critiquer la performance pour ce qu'elle est, la somme de l'efficacité et de l'efficience. Alors, quatre arguments. Le premier argument, ça tient en deux mots, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Donc en fait, là, je prends un exemple un peu caricatural. Si vous voulez mettre plus de balles de tennis dans un tube, bah, il y a une façon de faire, c'est de les couper en deux et puis de les empiler. Et là, bah, vous aurez plus de balles de tennis dans un tube, quoi. Alors, vous allez me dire, ça, c'est un petit peu grotesque parce qu'on joue moins bien au tennis après, hein, quand même, avec des demi-balles de tennis. Mais en fait, il faut bien se poser la question. Chaque fois qu'on optimise, hein, chaque fois qu'on augmente les performances, eh ben, en fait, on fragilise le reste du système. Alors, c'est vrai pour des balles de tennis, là, mais en fait, c'est vrai pour tout le reste. Donc là, je vous donne un exemple. Ça, c'est des méga feux dans les Landes en 2022. Et donc là, on voit des arbres qui sont plantés en ligne. Et donc, ils sont plantés en ligne pour optimiser la récolte du bois. Bah, du coup, quand on aligne des arbres comme ça, là, en fait, c'est aussi des autoroutes pour le feu et des autoroutes pour les pathogènes. Et du coup, bah, en fait, on a optimisé une fonction, mais on a fragilisé toutes les autres fonctions de l'écosystème. Donc ça, c'est voilà, optimiser, fragiliser. Donc chaque fois qu'on voit le mot, enfin, chaque fois que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise? Alors, un autre exemple qui est contemporain, l'arrivée de Trump, là, ou la réarrivée de Trump, en fait, l'optimisation, l'augmentation des performances des réseaux sociaux, eh ben, c'est de l'optimisation algorithmique. Eh ben, en fait, quand on fait des réseaux sociaux encore plus performants, ça crée des bulles d'auto-conviction, parce que c'est extrêmement canalisant. Efficacité, efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est une force de canalisation. Et donc, c'est de la dérive sectaire, hein, très clairement. Et donc, bah, voilà, bah, c'est vrai pour Trump, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets, évidemment. Alors, évidemment, un dernier exemple, hein, c'est bah, par exemple ici, voilà, l'optimisation pharmaceutique. Donc, on a voulu optimiser le transport international ou l'approvisionnement international des médicaments. Et donc, bah, aujourd'hui, 60% de nos principes actifs sont fabriqués en Chine et en Inde, ce qui est complètement fou, hein. Enfin, littéralement, c'est fou, quoi. Et qu'en fait, on a besoin d'anesthésiants, choses comme ça. Donc, si on commence à tout délocaliser, dans un monde qui devient instable, c'est quand même c'est extrêmement fragile, quoi. Et ben donc on voit en effet les ruptures qui commencent à se multiplier. Et donc en fait, on est en train de quitter le monde de la continuité pour aller dans le monde de la rupture. Et ça, c'est l'optimisation qui fragilise. OK, donc ça, et c'est vrai pour tous les systèmes, hein, quelle que soit la question, hein. Deuxième argument, c'est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, là je prends mon exemple des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie. Alors, donc, on a voulu faire des progrès d'efficience énergétique, donc ils consomment aujourd'hui moins d'énergie. Mais parce qu'ils consomment moins d'énergie, ben, ils sont moins chers, ils sont plus attractifs. Et qu'est-ce qui se passe? On les multiplie, on les fait grossir, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin. Et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est un effet rebond typique. On pense faire de la sobriété et en fait, on fait de l'ébriété. Alors, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon, le pétrole, les avions, les écrans plats, la lessive concentrée, le pot familial de Nutella. C'est vrai pour absolument tout. À chaque fois, ça pousse à la surconsommation et à l'ébriété. Alors, il y a plein d'exemples. Alors, je vais prendre un exemple dans le monde médical ou dans le monde pharmaceutique, encore une fois. Les pilules anti-obésité, eh ben ça, c'est une aubaine pour la nourriture ultra transformée et les fast-foods, hein, évidemment, hein. Ça, je pense que McDonald's a sabré le champagne le jour où ces pilules sont sorties, parce que ça permet de continuer à en fait, fournir une alimentation toxique à la population. Et donc, c'est un effet rebond typique, hein. Voilà, maintenant, on va pouvoir devenir obèse en étant très joyeux, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un effet rebond typique. Alors, troisième argument, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça veut dire que quand on met un indicateur de performance quelque part, ça devient toxique. Et donc là, je vous prends l'exemple des Jeux Olympiques, et du sport de compétition. Dans le sport de compétition, si vraiment on veut atteindre la meilleure performance, et ben, si vraiment on veut être sur le podium et avoir sa médaille d'or, une façon de faire, c'est de se doper, de faire du dopage.
Et donc là, vous voyez, le truc, c'est que vous faites du sport et vous allez vous intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Donc vous allez détruire votre corps pour faire du sport. Donc ça n'a absolument plus aucun sens. Et donc là, vous voyez, depuis 2023, on parle de faire les jeux augmentés. Alors les jeux augmentés, hein, les Enhanced Games, c'est des jeux où on va autoriser le dopage. Et donc il y a des athlètes et des médecins qui ont déjà dit oui. Donc là, c'est le retour au jeu du cirque. On va voir des sportifs se tuer dans les stades. Donc ça, c'est l'exemple typique de la loi de Goodhart, mais c'est évidemment vrai dans tous les secteurs, hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est des lois systémiques, hein. Ça ne dépend pas du système. Donc par exemple, le bachotage avant les examens pour les étudiants, c'est exactement la même chose. C'est faire beaucoup de performances pour passer son examen, mais on n'a rien appris. C'est pareil pour les KPI dans l'entreprise, hein, les Key Performance Indicators. Une entreprise qui met l'accent sur ses KPI va planter sa boîte, hein. C'est assez évident, quoi. Bon, ça, c'est le troisième argument, la loi de Goodhart. Et alors, le dernier argument, en fait, ça tient en trois mots. Quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative, par définition. Donc là, une performance relative, ça veut dire qu'en fait, on met l'accent sur la compétition. Dans une compétition, qui gagne? Alors, c'est très simple, dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc ça, c'est toujours vrai, hein. Dès qu'on met l'accent sur la performance, on met l'accent sur la violence. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire en fait dans les textes qu'on voit à droite à gauche. Vous pouvez remplacer le mot performance par le mot violence et vous allez voir, en fait, ça donne une autre saveur au texte. En fait, ça révèle la face cachée de la performance. C'est toujours de la violence, hein. Bah, je peux prendre l'exemple des sportifs de compétition. Les sportifs de compétition, ils sont violents avec leur corps, par exemple. Voilà, donc ça c'est assez clair. Alors cette violence, elle s'exerce sur plein de choses, hein, évidemment, les plus défavorisés, avec un modèle voilà, de l'optimisation qui en fait est de la sélection naturelle mal comprise. Et c'est aussi une violence qui s'exerce contre les écosystèmes. Alors la violence contre les écosystèmes, en fait, c'est le produit de notre performance. Plus nous sommes performants et plus nous induisons un burn-out des écosystèmes. Donc, il y a quatre sujets en fait, hein. Il faudrait ajouter la pénurie chronique pénurie chronique de ressources, hein, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc, sur ce sujet-là, je pense que j'ai de cet auditoire, je n'ai pas besoin de faire un bilan socio-écologique. Je voudrais juste mettre en avant deux points saillants pour ne pas se faire avoir. Le premier point saillant, hein, si on regarde bien le fait scientifique, hein, le premier point saillant, c'est que dans les médias, dans les discussions, on parle beaucoup de climat et voire même on parle beaucoup de CO2. Donc en fait, on a réduit toute la question socio-écologique à une molécule, hein, du CO2. Alors ça, c'est de la performance, de nouveau, hein, c'est de la pensée réductionniste, c'est canalisant, quoi, hein, comme si en réduisant la quantité de CO2, on allait résoudre tous les autres problèmes. Alors, il faut bien se comprendre que le CO2, c'est le symptôme, ce n'est pas la cause du problème. Alors, le problème, c'est que quand on réduit cette question-là à une question de CO2, et ben, du coup, on va faire des usines comme en Islande là, de capture directe du CO2. Donc, c'est des gros ventilateurs qui filtrent de l'air atmosphérique pour faire du charbon. Donc, ça n'a aucun sens, hein, évidemment. C'est des volumes très faibles, ça consomme beaucoup d'énergie et surtout, ça permet à d'autres industries d'acheter des quotas carbone pour continuer à polluer, hein. Donc, c'est des opérations financières. Donc, en fait, Olivier, je me ouais, permets juste de vous interrompre. On oui, a plusieurs personnes dans le chat qui souhaiteraient que ça aille un petit peu moins vite. moins vite, ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Je ralentis alors. Super, merci. Ouais, ok. Ouais, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est qu'on était dans un monde suroptimisé, trop de performance, et que cette performance est violente. C'est qu'elle est violente contre les écosystèmes. Donc, voilà, le climat, en fait, ce que je veux dire là, c'est que la question climatique, c'est pas qu'elle n'est pas importante. Le climat, c'est une vraie question, mais ce n'est pas le levier le plus systémique. Parce que quand on commence par résoudre le problème du climat, en fait, on aggrave les autres questions. En fait, si on veut capturer du CO2, par exemple, avec des grosses usines qui utilisent de l'énergie, des ressources, on va aggraver la pénurie de ressources, on va aggraver l'effondrement de la biodiversité et on va aggraver les pollutions globales. Donc, le climat, c'est un grand sujet, mais ce n'est pas le levier par lequel il faut commencer. En fait, il faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte que notre performance fait une guerre à la vie. C'est ça qui se passe. Donc, quand on fait une guerre à la vie, eh ben, le levier le plus systémique, ce n'est pas le climat, c'est la biodiversité. Donc, il faut commencer par l'effondrement de la biodiversité. Donc, ça veut dire, au contraire, stimuler la biodiversité, augmenter la biodiversité locale. Alors, ce qui est extraordinaire avec ça,
c'est que ça ne coûte rien. Il faut juste semer des graines. Voilà, il faut semer des graines. Et ça, on peut le faire à toutes les échelles, sur son balcon, dans son jardin. À l'échelle mondiale, ça veut dire changer l'agriculture, quitter le monde de l'agriculture intensive pour aller vers le monde de l'agroécologie, permaculture, agroforesterie, jardin créole dans les Caraïbes. Voilà. Bah, quand on fait ça, c'est positif pour la pénurie de ressources, c'est positif pour le climat, c'est positif pour les pollutions globales. Donc c'est très clair, hein. Le levier le plus systémique pour résoudre la question socio-écologique, c'est la biodiversité. Il faut commencer par la biodiversité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter les énergies renouvelables. Il faut développer des énergies renouvelables qui, au premier chef, préservent la biodiversité. C'est ça le sujet, hein. Il faut donner la biodiversité en premier. Donc ça, c'est le premier point. La biodiversité avant le climat. Vous ne vous faites pas avoir, quoi. Deuxième point, bah, c'est le mot rouge qui est en haut là. En fait, si vous lisez les rapports scientifiques sur la question socio-écologique, ils disent tous la même chose. Donc, que ce soit le GIEC, l'IPBES, mais aussi la CIA, le Forum économique mondial, enfin, tous ces rapports plus ou moins scientifiques d'ailleurs, mais ils convergent tous sur le même sujet. Le 21e siècle sera fluctuant. Nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est ça qui se passe. Donc, jusqu'à présent, on était dans un monde qu'on pensait pouvoir contrôler. Aujourd'hui, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Donc, on est rentré dans un monde où ça va tanguer très fort. Et il est trop tard pour éviter les fluctuations. Il aurait fallu bifurquer dans les années 60. On ne l'a pas fait. Donc, il va falloir vivre dans un monde fluctuant. Et c'est ça le sujet. Donc, c'est le diagnostic, hein. Là aussi, il ne faut pas se tromper de diagnostic. La question, ce n'est pas les gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère ou la concentration de mercure dans le sang des ours polaires, hein. Enfin, c'est des sujets importants, mais ils sont secondaires. Le premier sujet, c'est comment habiter dans un monde fluctuant. Parce que ces fluctuations, on ne pourra pas y échapper. Alors ça, c'est le produit de notre performance. Qu'avons-nous imaginé pour y répondre? Eh bien alors, c'est assez incroyable, mais la plupart des solutions que l'on met en avant pour résoudre la crise socio-écologique, ce sont des solutions performantes. Et donc là, c'est là que vraiment ça confirme que nous sommes dans une dérive sectaire de la performance. Donc voilà, la géo-ingénierie, l'agriculture de précision, le tout numérique, etc. Bah, tout ça, c'est performant. Donc, ça fera de l'optimisation qui fragilise, ça fera des effets rebonds, ça fera de la loi de Goodhart, des indicateurs de performance toxiques, etc. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'exemple type qui illustre à quel point nous sommes enferrés dans une voie étroite. Nous sommes incapables de dérailler de cette secte de la performance. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, bah, justement, c'est de dérailler de ce monde-là. Alors du coup, on peut dérailler avec Einstein qui dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Ben ça veut dire que si c'est la performance la cause du problème, il est peu probable que ce soit aussi la solution. Donc, c'est quoi la solution dans un monde qui devient très fluctuant? En fait, c'est assez simple, hein. La première question qu'il faut se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter un monde fluctuant? Enfin, si on veut bien endosser le fait scientifique, hein, c'est ça qu'il faut se poser. C'est la seule question qu'il faut se poser. C'est la première question à se poser. Comment habiter un monde qui devient fluctuant? Alors, très grande question, mais la réponse, on l'a sous les yeux. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, comment font-ils? Eh ben, c'est la deuxième étape du chemin, les nouveaux récits du vivant. Et j'insiste sur le mot nouveau parce que, en fait, la biologie, hein, les biologistes se sont fait avoir, hein, comme tout le monde, par le culte de la performance. Pendant des années, on a plaqué de la performance sur le vivant, hein. On a dit que le vivant était sobre, qu'il était économe, qu'il faisait des performances incroyables. C'est totalement faux, hein. Le vivant n'est pas du tout sobre, n'est pas du tout économe, ne fait pas de la performance, hein. Je peux vous donner un exemple, hein, la girafe, par exemple. La girafe est incapable de plier ses jambes. Donc, ça veut dire qu'une girafe qui met bas, quand une girafe met bas, le girafon tombe de 1 à 2 mètres. Donc, il y a la mortalité infantile chez la girafe, c'est 50%. Donc, c'est pas du tout performant, ça. Enfin, ou alors, il va falloir m'expliquer ce que c'est que la performance. Donc, c'est pas du tout performant. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. En fait, on a juste voulu regarder les moments de performance du vivant. Mais tout le reste du temps, le vivant n'est pas performant.
Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler. Alors ici, vous avez une première valeur ou un premier principe du vivant, c'est que le vivant joue collectif. Alors ici, c'est une expérience qu'on peut faire en montagne. Donc vous avez imaginé, on est dans les Alpes et vous êtes en bas des Alpes, on va déraciner un arbre et on voit ce qui se passe autour. Donc, quand on déracine un arbre en bas, dans la vallée, quoi, donc dans des zones où les sols sont riches, il y a de l'eau, la température est bonne, donc c'est plutôt un milieu d'abondance de ressources. Et ben, quand on déracine un arbre, ce qui se passe, c'est que les arbres autour vont en profiter, entre guillemets. Donc, ils vont faire plus de branches, plus de feuilles, et ils vont boucher la clairière. Donc ça veut dire que quand il y a abondance de ressources, ça stimule la compétition. Hein, les arbres autour en profitent quand il y en a un qui part. Donc ça, c'est de la compétition. Maintenant, on va en haut de la montagne. En haut de la montagne, on fait exactement la même expérience. Donc là, c'est des endroits où les sols sont très pauvres. On voit la roche-mère, hein. Il fait très froid, il gèle. Donc c'est des conditions de pénurie de ressources. Et ben, quand il y a pénurie de ressources et qu'on déracine un arbre, et ben, ce qui se passe, c'est que les arbres autour vont réduire leur croissance. Ils vont souffrir, il y en a même qui vont mourir. Parce que là, les ressources ne sont plus fournies par le milieu, ils sont fournis par les arbres voisins. C'est une symbiose qui se fait entre arbres, avec les champignons, évidemment, hein, via les racines. Et donc, en fait, quand on déracine un arbre, on enlève un fournisseur de nutriments et on casse des lignes de communication. Donc, bah, les arbres autour, ils souffrent. Donc, en fait, quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Et ben, ce principe-là du vivant est vrai absolument partout dans tous les systèmes vivants. C'est vrai pour des cellules en culture, pour des manchots sur la banquise, pour des abeilles dans une ruche, pour les cellules de votre corps. Quand il y a abondance de ressources, il y a compétition. Quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Bon, et à vrai dire, c'est assez intuitif, hein. On se serre les coudes dans les moments difficiles, quoi. On pourrait le dire comme ça, de façon très anthropocentrée, quoi. Donc ça, c'est une première valeur ou un premier principe du vivant qui est la coopération quand il y a pénurie. Donc ça, c'est bon, bah, c'est quand même assez plutôt sympa. Et en fait, quand on regarde bien sur Terre, la plupart des écosystèmes font face à des pénuries chroniques de ressources ou à des instabilités fortes. Et donc, ce qui domine sur Terre, c'est la coopération. C'est la coopération qui domine sur Terre. Et donc, ça, c'est quand même un message assez important. Et donc, c'est de la nouvelle biologie, hein. C'est de la biologie systémique où justement, on a accès à des données beaucoup plus larges qu'avant, quoi. Ok, donc ça c'est pour la coopération, mais c'est pas sur ce point-là que je voudrais insister, c'est sur le deuxième point. En fait, quand on regarde bien les êtres vivants et qu'on les analyse de façon systémique, et ben, ce qu'on trouve en fait, c'est que ce qui domine chez les êtres vivants, c'est la robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Alors, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est la robustesse. Eh bien, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, ce sont des êtres vivants robustes. Alors, c'est par définition, hein, c'est-à-dire que les êtres vivants qui ne sont pas robustes, eh ben, on ne les voit plus. Ils ont dégagé quoi, au cours de l'évolution parce que les fluctuations les ont fait partir. Donc, ce qui reste sur Terre, ce sont des êtres vivants robustes. Alors, comment font les êtres vivants pour être robustes? Et ben, c'est ça qui est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc, vous voyez que les êtres vivants ne nous donnent pas une solution supplémentaire, ils nous proposent un contre-modèle. C'est le contraire de ce que nous faisons, nous, société humaine du 21e siècle, obsédés par la performance. Alors en fait, ça, c'est un nouveau récit du vivant et qui a émergé justement par ces approches systémiques, holistiques. Et donc maintenant, on en est sûr de cette histoire-là parce qu'on a pu le démontrer de la molécule à l'écosystème. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans les réseaux du vivant? De l'inefficacité. Donc en fait, il y a pas il y a pas d'objectif quoi, hein, chez les êtres vivants, hein. La mouche, le vol de la mouche par exemple, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, très clairement. Hétérogénéité, la biodiversité, ouais, c'est très hétérogène. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas, de processus qui sont purement aléatoires chez les êtres vivants. Donc, c'est ce qu'on appelle la biologie stochastique. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délais. Ça, vous comprenez bien quand on sait que dans le vivant, il y a beaucoup de cycles, cycles cellulaires, cycles menstruels, cycles circadiens. Bah, des cycles, si on les déplie dans le temps, c'est des oscillations. Bah, pour que des oscillations continuent à osciller dans le temps, il faut activement maintenir des délais, des lenteurs. Si on réduit les délais et les lenteurs, en fait, on amortit les oscillations et ça s'aplatit, quoi. Et on meurt, hein. Donc, tant qu'on est vivant, on oscille. Et donc, pour continuer à osciller, il faut être lent.
Beaucoup de redondance, ça c'est peut-être le plus simple, hein. Il suffit de regarder le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre ou le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Voilà, nous sommes des êtres extrêmement redondants, hein. Comptez le nombre de villosités que vous avez dans l'intestin, etc., quoi. Enfin oui, c'est extrêmement redondant. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions internes chez les êtres vivants. Ça permet au système vivant d'être toujours souple. C'est qu'un système qui serait trop cohérent deviendrait très rigide, comme une secte, hein. Une secte, c'est typiquement extrêmement cohérent et c'est extrêmement rigide et ça finit toujours par casser. Donc les systèmes vivants sont incohérents à Oui, l'intérieur, ils sont bourrés de contradictions internes et c'est ça qui leur permet d'être souples. Et donc c'est un bouclier contre les fluctuations extérieures. En fait, c'est des fluctuations intérieures qui servent de bouclier contre les fluctuations extérieures. C'est des incohérences. Et le dernier point, c'est l'inachèvement, parce que les êtres vivants sont inachevés, parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, nous sommes en permanence en train de nous régénérer, quoi. Voilà. Donc, vous savez nos cellules sont plus jeunes que nous, hein, pour la plupart. Ok, donc ça veut dire que en fait, tout ce qui construit un être vivant, au cœur, hein, le cœur nucléaire du vivant, c'est des contre-performances. Et donc s'il y a une seule chose à retenir de la biologie, pour moi, c'est ça. Les êtres vivants sont robustes parce qu'au premier ordre, ils ne sont pas performants. Ils sont d'abord robustes. Ces contre-performances-là, ça permet de mettre du jeu dans les rouages, d'avoir des marges de manœuvre, et c'est ça qui permet aux êtres vivants d'être robustes. C'est la première leçon à retenir de l'évolution des êtres vivants sur Terre. Alors, je vais vous donner une illustration, c'est mon illustration favorite pour vous l'expliquer. En fait, on va prendre l'exemple de la température corporelle, donc 37 degrés. Et puis, s'il y a un pathogène qui rentre, hein, une bactérie, un virus, on peut faire de la fièvre, hein. Donc, on va monter en température, 38, 39, 40 degrés. Alors, si moi, j'isole les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité métabolique, eh ben, je vais trouver que leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés. En général, il est à 40 degrés. Donc, ça veut dire que à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins. C'est que si on devait mettre une note, hein, ce serait 10 sur 20, quoi, hein. Notre corps fonctionne, mais voilà, c'est ni plus ni moins, quoi. Ouais, ça tourne, quoi. Par contre, à 40 degrés, alors là, notre métabolisme est nettement plus performant. Mais vraiment nettement plus, hein. Pour certaines enzymes, il y a certaines enzymes qui ne sont même pas là à 37 degrés, hein. Elles ne sont là qu'à 40 degrés, hein. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment dans un autre monde à 40 degrés. Et donc là, en fait, vous voyez le truc, c'est que à 37 degrés, nous ne sommes pas très performants. Notre corps n'est pas très performant, mais il a gardé des marges de manœuvre. Et quand il y a un pathogène, on peut booster le système immunitaire, hein, donc le métabolisme, les enzymes, pour décaniller le pathogène de passage. Mais par contre, 40 degrés, on ne peut pas rester à 40 degrés très longtemps. C'est 3 jours maximum, hein. Après, ça devient mortel. On fait un burn-out moléculaire. Donc, en fait, on revient à 37 degrés à la vitesse de croisière, quoi. Donc là, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, hein. On pourrait citer les animaux qui hibernent en hiver. Eh ben voilà, ils passent une fluctuation, cette fois en passant en vie ralentie, hein, donc en étant encore moins performants. La photosynthèse, le rendement de la photosynthèse, c'est 1%. Les plantes gâchent 99% d'énergie solaire, hein, donc c'est vraiment pas du tout performant, hein. Et donc toute la chaîne alimentaire, c'est un carnage de ressources, hein. Évidemment, il y a beaucoup de fuites, beaucoup de gâchis à tous les niveaux, hein. Et ben ça permet aux écosystèmes d'être robustes. Cet excès de biomasse qui fuit de partout, c'est ça qui fait qu'il y a de la vie sur Terre, hein, finalement. S'il n'y avait aucune fuite, hein, si on avait optimisé, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La vie est permise parce qu'il y a des fuites à tous les niveaux. Donc c'est vraiment ça, hein, la première chose à retenir de la biologie finalement. Ok, donc du coup, bon, ça, si je sors de la biologie, qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, sociétés humaines? Alors, les sociétés humaines, nous, modernes, hein, depuis 10 000 ans, quoi, donc plus que moderne, en fait, hein, depuis le dernier âge glaciaire, hein, depuis le néolithique, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, le progrès de l'humanité est défini par des gains de performance. On a augmenté l'efficacité et l'efficience des individus, des collectifs, des technologies, des hôpitaux, etc. Et ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. C'est-à-dire que oui, on a fait des énormes progrès en médecine, mais on n'a jamais autant dégradé nos habitats terrestres, hein. Vous savez qu'en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en masse. En 30 ans, en Europe. C'est absolument vertigineux, hein. Les dinosaures, après la météorite, ils avaient mis 33 000 ans à disparaître. Là, c'est 30 ans.
c'est 3 ordres de grandeur au-dessus, hein. Donc on est vraiment dans un moment extrêmement paroxysmique hein, où en fait, plus on augmente la performance et plus on détruit notre habitat. Donc c'est très clair, hein, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Donc le futur du progrès, il faut changer d'axe. En fait, ce sera des incréments de robustesse. Et vous voyez, là, je ne fais que endosser le fait scientifique. Les fluctuations vont augmenter au XXIe siècle. Donc, c'est les méga-feux, les méga-inondations, les méga-tempêtes, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, eh ben, il faut être de plus en plus robuste. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la définition de la robustesse. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc, c'est un changement copernicien. Nous allons faire l'expérience de la fin du néolithique. Ça fait 10 000 ans qu'on roule dans la performance et nous allons inaugurer une nouvelle ère de la robustesse. Alors, dit comme ça paraît peut-être pragmatique, parce que oui, dans un monde fluctuant, il faut être robuste, mais ça peut paraître complètement utopique. Parce que pourquoi, d'un seul coup, on basculerait comme ça de 10 000 ans de performance pour démarrer vers la robustesse? Alors du coup, on peut prendre une autre analogie du vivant pour comprendre comment ça peut se passer. Il faut prendre des exemples de systèmes qui basculent. Alors, un exemple de système qui bascule, qui est pratique, c'est la nuée d'oiseaux. La nuée d'oiseaux, c'est un ensemble d'oiseaux qui, de façon coordonnée, basculent de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc, comment font-ils? Comment font-ils pour basculer comme ça là? Eh bien, c'est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Donc c'est eux qui voient le monde, et c'est eux qui voient les fluctuations du monde. Les oiseaux au cœur de la nuée sont aveugles au monde. Ils ne voient pas les fluctuations du monde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les oiseaux à la périphérie voient les fluctuations, se synchronisent, et ça contamine le cœur. Et c'est comme ça qu'un système bascule. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons, mais c'est aussi vrai pour un empire. La plupart des empires ont basculé par un événement qui s'est passé à la marge, à la périphérie du groupe. Donc tous les systèmes basculent par les marges, par la périphérie. Et donc si on veut voir notre monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine de passer du temps avec Total ou McKinsey. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde ancien, c'est le monde obsolète, quoi. Donc en fait, ce qu'on peut regarder, c'est plutôt la périphérie. Que se passe-t-il à la périphérie? Donc les collectifs qui sont soumis à des fortes fluctuations. Eh ben, c'est très simple. Ce qu'on voit à la périphérie, c'est que ce sont des collectifs qui ont déjà basculé dans la robustesse. Donc, ce que je vous présentais comme une utopie, ce n'est pas une utopie, c'est en train de se dérouler en ce moment. Et c'est tout nouveau. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. On n'avait pas encore basculé vers la robustesse. Et aujourd'hui, on est en train de basculer vers la robustesse. Et bien donc, c'est la troisième étape du chemin. On va s'inspirer de ce qui se passe à la périphérie et qui dessine un monde robuste, en fait, qui est déjà dans le monde d'après, dans le monde de la robustesse. Alors ici, là, je prends un exemple d'une grosse rupture qu'on a vécue récemment à Valence, en Espagne. Ces images hein, qu'on a tous vues d'empilement de voitures dans les rues de Valence. C'est l'exemple typique du monde qui bascule de la continuité à la rupture, hein. Voilà, bah, ça, c'est le monde fluctuant, hein, très clairement. Alors, les citoyens de Valence n'ont pas reproché aux autorités de ne pas avoir prévu cet événement, parce que c'était un événement imprévisible, voire même impensable, hein. Personne n'est préparé en fait à voir 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures, hein. Enfin, voilà, c'est pas prévisible ça. Mais par contre, ce que les citoyens de Valence ont reproché aux autorités, c'est de ne pas s'être préparés. Et donc ça, vous voyez, c'est vraiment la sémantique est parfaite pour ça. Dans un monde stable et abondant en ressources, on prévoit, parce qu'on peut prévoir, puisque le monde est stable. Dans un monde qui devient imprévisible, ça ne sert à rien de prévoir, il faut se préparer. Se préparer, c'est le contraire de la prévision, hein. Quand on prévoit, ça veut dire qu'on choisit un chemin. Quand on se prépare, ça veut dire en fait, on explore différentes voies. Donc un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Donc, c'est se préparer, quoi. Alors, du coup, bah, qu'est-ce qu'on voit aux marges? Donc, il ne faut pas aller dans les grandes villes, il faut plutôt aller dans les petites villes qui sont aussi soumises à des fluctuations. Et que font-elles, ces petites villes? Alors, bah, là, je vous prends l'exemple de Saint-Martin-d'Auxigny. Saint-Martin-d'Auxigny, donc dans les années 50, comme beaucoup de villes, de villages en France, ont subi le remembrement. Donc, qui est clairement de l'optimisation du paysage, hein. On canalise les rivières pour augmenter les surfaces agricoles.
Et ben, dans ce monde-là, en fait, quand on canalise les rivières, quand il pleut beaucoup, ça envoie l'eau très rapidement dans la ville. Et donc, ça finit par inonder la ville. Et donc, ils se sont fait inonder une fois, deux fois, 10 fois. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, bah là, ça va plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, ils ont retracé une rivière, ils ont mis des lacets, ils ont reméandré la rivière pour la ralentir. Ben, quand on ralentit une rivière, et ben, ce qui se passe, c'est que quand il pleut beaucoup, l'eau va inonder le champ et elle n'inonde plus la ville. Donc, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Et ben, ça, c'est de l'exemple typique d'un territoire qui s'est pris en main, qui a développé sa robustesse en allant contre la performance locale. Alors, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est que c'est un exemple au marge, un petit village qui se prend en main. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est qu'on en parle au journal de France 2 aux 20 heures. Donc là, en fait, la marge est en train de contaminer le cœur. La robustesse est en train d'attaquer le cœur du système, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant, plutôt joyeux, quoi. Alors, un autre exemple, c'est l'agriculture, évidemment. Alors, en agriculture, depuis 1945, on est sur le modèle de l'agriculture intensive, dominante, où on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Bon, bah, ce système est en train de s'effondrer tranquillement parce que il coûte beaucoup trop cher. Il coûte beaucoup trop cher en pétrole. Il demande des méga-bassines d'eau, une technocratie aux engrais, aux pesticides. Les externalités négatives sont énormes. Donc du coup, on est en train, alors c'est pas encore totalement évident, mais ce qui monte sur les 20 dernières années, c'est l'agroécologie. Il ne faut pas se faire avoir par les discours médiatiques qui parlent de la crise du bio, hein. Il y a une crise du bio en ce moment, mais c'est juste une petite secousse dans une dynamique qui, de toute façon, ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, quand on est un petit paysan, on ne peut pas démarrer en agriculture intensive. C'est beaucoup trop cher. Donc, en fait, on est obligé de démarrer en agroécologie. Et c'est ce qui se passe, en fait, hein. C'est en train de se développer très fort depuis une vingtaine d'années. Et donc, en fait, on se pose une autre question. Maintenant, on se pose un paysan qui fait de l'agroécologie se pose la question de comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est la question inverse. Donc, dans le monde de la robustesse, en fait, un paysan, il vise pas le rendement maximal, il vise la stabilité du rendement. Et donc, c'est tout à fait différent. Ça veut dire qu'en fait, il va aussi, enfin, il ou elle, hein, évidemment, va prendre soin de ses sols, de l'hygrométrie de ses sols. Il va maintenir des insectes auxiliaires. S'il fait des mélanges variétaux de blé, il va les mélanger avec ses voisins paysans. Donc, ça, c'est le monde de la richesse des interactions. On est en train de quitter le monde de la pauvreté des interactions. Donc, le monde de la robustesse, c'est beaucoup plus intéressant, hein, évidemment. Et donc, c'est en train de se développer très fort, ça. Et ça ne va pas s'arrêter, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Enfin, il faut que les robustes que les parcelles soient robustes, soient autonomes, hein, qu'il y ait une forme d'autonomie locale, quoi. Donc c'est grâce à l'agroécologie, hein. C'est pas avec l'agriculture intensive qu'on va y arriver, quoi. Alors un autre argument ou un autre exemple qu'on voit aux marges, c'est le tout réparable. Le tout réparable, c'était il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Bah, aujourd'hui, à peu près toutes les entreprises se posent la question de la réparabilité de leurs produits. Donc, il y a plein d'exemples, hein. Les pulls, les jeans, l'électronique agricole, ça, c'est des véhicules intermédiaires. Alors, entre parenthèses, hein, c'est des petits véhicules qui sont entre un vélo et une voiture. Bon, bah, si on avait des véhicules comme ça dans le monde rural, hein, ce qui est tout à fait adapté, hein, pour des petites courses, etc., c'est tout à fait adapté. Bah, à Valence, hein, si on avait des voitures comme ça, quand il y a une inondation et qu'elles sont empilées, on peut les démonter et les remonter. Parce que c'est entièrement réparable, démontable, interopérable. Et donc là, oui, ça crée vraiment une réponse au monde fluctuant, quoi. On est capable d'en faire quelque chose, quoi. Donc voilà, il y a plein d'exemples, hein. Des Repair Café, il y en a 400 en France, hein. Enfin, c'est en train de se développer très fort. Bah ça veut dire qu'on est en train de quitter voilà, le monde du tout jetable pour aller vers le tout réparable, qui est nettement plus robuste. C'est la fameuse phrase, hein, je suis trop pauvre pour acheter bon marché. En fait, l'idée maintenant, c'est d'investir dans des objets réparables qui durent et qu'on transmet, quoi, hein, évidemment. Et donc, il y a de plus en plus d'offres. C'est ça qui est bien, c'est que maintenant, ça devient un peu plus présent, quoi. Alors ça inverse beaucoup de choses et ça inverse aussi ce que c'est qu'un ingénieur. Alors, un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait des incréments de performance des délégations techniques distantes. Ça, c'était le dogme dans le monde de la performance. Et ben aujourd'hui, un ingénieur, il a les mêmes savoirs scientifiques, mais on va lui demander de développer des solutions robustes. Alors, c'est quoi des solutions robustes? Eh ben, c'est de la technodiversité et l'autonomie technique des citoyens. C'est-à-dire qu'un ingénieur, il ou elle, hein, doit développer plusieurs solutions qui sont toutes robustes. Donc, il faut qu'il y ait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D.
Et puis, il faut que les citoyens soient capables de s'approprier, de réparer la solution dans leur territoire. Donc, ça peut être une entreprise locale, hein, mais il ne faut pas que ça dépende d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan. C'est évidemment beaucoup trop fragile. Donc ça, c'est le monde de la robustesse. Ça, en fait, ça revisite ce que c'est qu'un ingénieur, hein. Donc c'est ce qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent, hein. On a besoin d'eux. Mais par contre, c'est le sens de leur métier qui va changer. Ils vont devoir faire des solutions robustes. Et donc, c'est très joyeux, hein, tout ça. Beaucoup plus intéressant, hein. En fait, c'est le monde d'avant qui était technophobe, hein. Enfin, quand on réfléchit bien, hein. Le monde de la performance, en fait, quand on fait une nouvelle technologie très performante, elle écrase les technologies plus anciennes. Et bien, ça, c'est technophobe. Là, au contraire, quand on développe des nouvelles technologies, si elles sont robustes, on les garde. Mais c'est pas pour ça qu'on écrase les technologies plus anciennes. On garde tout à condition que ce soit robuste, quoi. Alors du coup, pour les organisations, je termine avec cet exemple-là. Les organisations, bah, en fait, il y en a plein d'exemples comme ça où on voit qu'on bascule vers la robustesse. C'est les scopes, les coopératives, les cycles, les conventions citoyennes pour le climat, les conventions des entreprises pour le climat, les approches coopératives, participatives, les sciences citoyennes, l'école du dehors, les écoles Montessori, Freinet. En fait, on voit aux marges en fait, apparaître des collectifs qui se prennent en main, qui font de la coopération. Et ben, la coopération, quand on réfléchit bien, hein, la coopération, c'est en fait, c'est avoir un projet commun qui l'emporte sur ses objectifs individuels. Donc, c'est une contre-performance individuelle au service de la robustesse du groupe. C'est ça, la coopération. Donc, c'est typiquement des exemples où on fait moins de performance pour faire plus de robustesse. Et ben, ce qu'on voit, c'est que des collectifs de citoyens qui sont aux marges, en fait, développent ça très fort. Tous les exemples que je montre là, ce sont des marges. Les entreprises qui vont à la CEC, hein, c'est souvent des entreprises qui sont aux marges du cœur du système. La recherche participative, ce sont des chercheurs qui sont aux marges du système de recherche. Pareil pour les écoles, c'est toujours pareil, hein. Et donc ça va finir par contaminer le cœur. Mais ce qui est génial aujourd'hui, on a une offre pléthorique. Il y a énormément de solutions, quoi. Télécoop, Enercoop, enfin, voilà, il y en a vraiment partout, quoi. Ouais, donc en fait, aux marges, on trouve plein de choses. Et donc, vous voyez, en fait, on arrive à cette bascule où, en fait, c'est le point clé, hein, finalement, c'est que pendant très longtemps, on a pensé le monde stable. On pensait que le monde était stable et abondant en ressources. Et du coup, on faisait beaucoup de performances. Et puis, quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Bah, dans un monde qui devient fluctuant de façon systémique, inévitable, c'est le monde de la polycrise, et ben, on fait de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on autorise la performance. C'est un peu comme la fièvre, hein, si vous voulez. Ou si vous voulez avoir une autre image, c'est le pompier. Le pompier, quand il est au feu, il fait de la performance, mais le reste du temps, il dort, il s'entraîne, il attend qu'on le sonne. Et ben, ça, c'est de la robustesse. Donc en fait, c'est cet équilibre-là qu'on va inverser, quoi. On va plutôt faire tout le temps de la robustesse et de temps en temps de la performance. Alors, la dernière partie, c'est comment on fait pour pratiquer, comment on met ça en pratique dans ces organisations et notamment quand on travaille dans la santé. Alors, je vais revenir à la définition de la santé selon l'OMS. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, c'est une définition qui était extrêmement moderne parce que enfin, ça date quand même de 46, hein, ce qui est assez incroyable, c'est que, vous voyez, il y a le bien-être physique, mental et social, hein. Donc, il y a la santé sociale dedans. Et on voit bien que c'est pas du médical au premier ordre, c'est d'abord du bien-être. Donc, en fait, c'est l'absence de maladie. Ouais. Enfin, c'est l'absence de maladie. En plus, l'absence de maladie n'est qu'une partie de la santé. C'est d'abord le bien-être physique, mental et social. Donc ça, c'est quand même assez chouette, hein. Enfin, c'est une très belle définition de la santé. Bon, sauf qu'en 46, on n'avait pas encore complètement intégré la composante environnementale. Et donc, ce qu'on a fait les années suivantes, enfin, nettement plus tard, c'est on a parlé de One Health. Donc, le One Health, une seule santé, c'est de se dire, bah, en fait, au départ, hein, ça vient plutôt d'un bon sentiment, c'est de se dire, bah, faut quand même associer la santé de l'environnement, quoi, la santé de notre milieu, à notre santé humaine. Alors, le One Health, c'est quelque chose qui vient plutôt du monde médical, et ça se voit, parce qu'en fait, c'est une très mauvaise construction pour comprendre une santé qui serait étendue à l'environnement. En fait, ce schéma dit tout. Alors déjà, c'est One Health, et il y a trois cercles. Alors, donc là, il y a un petit problème. On voit bien. Bon, ça, à la limite, c'est un détail. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est plusieurs choses. Vous voyez, santé humaine, santé des animaux, santé de l'environnement. Alors, pourquoi isoler la santé des animaux?
Ça, je ne comprends pas. Où est-ce qu'on met les insectes, hein? Les insectes, ils sont dans l'environnement, dans les animaux. Pourquoi on ne prend pas la santé des bactéries, par exemple, hein? Ce qui domine sur Terre, c'est les bactéries. Enfin, s'il fallait isoler une chose et mettre en avant une chose, ce serait la santé des bactéries, hein. Ou la santé des plantes. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. Donc pourquoi isoler la santé des animaux? Donc on voit bien que ça vient, il y a un anthropocentrisme très fort, c'est animalo-centré, cette santé. La deuxième chose qui est nettement plus problématique, c'est que là, il y a une partie de la santé humaine, en bleu là, qui ne dépendrait pas de la santé des animaux et qui ne dépendrait pas de la santé environnementale. Alors ça, va falloir m'expliquer ce que c'est que cette santé, hein. Cette santé qui ne dépendrait pas de la santé de l'environnement. Ça n'existe pas. C'est une fiction. Donc c'est vraiment, c'est faux. Enfin, ce schéma est totalement faux. Et le dernier point, c'est que vous voyez dans ce schéma de la santé, en fait, la santé sociale a disparu. La santé sociale a disparu. Alors ça, c'est une opportunité pour le monde néolibéral, hein. En fait, on peut prendre le One Health et le détourner pour en faire une santé où, par une pensée magique, on va prendre soin de l'environnement et tout le monde sera en bonne santé. Alors ça, c'est vraiment, c'est le pire en fait, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'on oublie la santé sociale et du coup, on prend soin de l'environnement, hein, voilà, de façon un peu arbitraire et tout le monde sera en bonne santé, quoi. Donc, en fait, on voit bien que ça cloche, quoi, le One Health. Alors, du coup, nous, ce qu'on vous propose à l'Institut Michel Serres, c'est une autre santé qui est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la santé planétaire, la planetary health. Et donc, ce que nous, on appelle la santé commune, qui est une version territorialisée de la santé planétaire. En fait, il faut se rendre compte que quand on fait des projets, quels qu'ils soient, on a actuellement, dans le monde de la performance, on a cette pyramide en tête. En fait, quand on fait des projets, on pense que la base du projet, c'est une solide fondation économique. Si on a une solide fondation économique, alors ça crée du lien social. S'il y a du lien social, alors on va pouvoir, dans le temps qui nous reste, s'occuper de l'environnement. Donc cette pyramide, quand on réfléchit bien, elle n'a aucun sens, puisque la fondation, c'est l'économie. L'économie, c'est une abstraction mathématique. Donc, cette pyramide n'a pas de fondation physique. Donc, elle va s'écrouler, hein. En fait, elle ne s'écroule pas parce que en dessous de l'économie, en fait, il y a une brique qu'on oublie. C'est en dessous de l'économie, il y aurait une brique avec des ressources abondantes et pas chères, hein, du pétrole, des métaux, des ressources naturelles. Et donc, le rôle de l'économie actuellement, c'est d'exploiter, de gérer l'abondance de ressources. C'est la stratégie du parasite. En biologie, c'est exactement ça, hein. C'est gérer l'abondance de ressources, hein. Abondance de ressources induit la compétition, la performance, la compétitivité, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, du coup, quand il y a abondance de ressources, ah bah là, ça marche. Là, on peut avoir une pyramide comme ça. Sauf que bah, aujourd'hui, justement, ça ne marche plus, non seulement parce que les ressources ne sont plus abondantes, mais aussi parce qu'il y a des externalités négatives bien trop toxiques. Donc, il va falloir inverser cette pyramide. Et du coup, dans le monde de la robustesse, dans le monde de la santé commune, eh ben, on prend d'abord soin des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça fait du lien social. S'il y a du lien social, alors ça crée des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et donc, on a inversé la place du modèle économique. L'économie est dans le social. Et donc, c'est son rôle. L'économie doit être dans le social. Il ne faut pas essayer de faire rentrer la société dans le modèle économique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, en fait, vous voyez, ça, c'est de la santé commune. C'est-à-dire qu'il y a les trois santé, santé des milieux naturels, santé sociale, santé humaine. Et la santé humaine dépend de la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. Et donc évidemment que la partie importante, c'est la santé sociale, parce que c'est ça qui fait le lien entre santé humaine individuelle et la santé des milieux naturels. Et vous voyez que ça inverse beaucoup de choses. En fait, c'est la phrase que vous voyez en dessous là. Dans les années 80, c'est dans le moment du développement durable, hein. C'est à cette époque-là qu'on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Alors ça, quand on réfléchit bien, hein, c'est une posture extrêmement descendante, hein, comme si nos activités, on pouvait changer l'environnement, quoi. Non, c'est trop tard, hein, l'environnement va tanguer. Ça, on peut plus rien y faire. Donc, de toute façon, voilà, c'est le monde obsolète, ça. Donc, c'est très louable, hein, de se poser cette question-là, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on va inverser ça. Il faut plutôt se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Le monde fluctuant, c'est une nouvelle donnée, c'est la nouvelle norme. Dans un monde fluctuant, on n'a pas les mêmes activités. Et donc, il va falloir qu'on change nos activités
à mesure que notre environnement devient de plus en plus fluctuant. Et ben donc c'est ça, développer la robustesse et développer la santé commune. Alors, à quoi ça peut ressembler? Eh ben, justement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on a développé dans le milieu écolo, hein, plutôt, hein, donc les circuits courts, les low-tech, les structures modulaires, participatives, coopératives, eh ben, il va falloir qu'elles rentrent à l'hôpital et dans les systèmes de soins. Pendant très longtemps, tout ce que je vous raconte là, l'agroécologie, les circuits courts, le low-tech, tout ça, c'était séparé du monde de la santé, quoi. Comme si le monde de la santé pouvait être une exception, pouvait continuer à être performante dans un monde qui est très fluctuant. Ben non, il va falloir que les systèmes de santé eux-mêmes, en fait, s'approprient toutes les recettes du monde écologique et qu'ils l'intègrent dans les systèmes de santé. Il y a pas le choix, hein. En fait, c'est pas pour dire qu'il y aura plus d'hôpitaux extrêmement performants. Il y aura toujours des hôpitaux très performants. Mais il va falloir multiplier les maisons de soins, les systèmes de santé locaux qui sont robustes. Comment font-ils pour être robustes? Eh bien, ils vont retomber sur les mêmes solutions. Le low-tech, les circuits courts, la modularité. Donc là, vous avez plein d'exemples. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon, Buurtzorg, c'est un des collectifs d'infirmières d'une dizaine, systèmes modulaires, plutôt robustes, voilà, parce que là, on compte plus le temps qu'on passe avec les patients, etc. Et ça marche très bien, d'ailleurs. Donc ça, c'est aux Pays-Bas. L'alimentation, évidemment. Là, vous avez l'exemple pendant le Covid où on avait fait du low-tech avec des masques Décathlon. Voilà. Bon, c'est comme je disais, hein, c'est des exemples qui, là, on est en pleine expérimentation. Mais on va aller vers ça. Et ben, en fait, là aussi, c'est intéressant. Vis-à-vis du numerus clausus, par exemple, donc vous savez très bien que dans les systèmes de soins, ça va être un point majeur de problème, hein, les déserts médicaux, etc. Bah, il va falloir que les citoyens participent aux soins. Donc, il va falloir que dans des maisons de santé, les systèmes techniques soient suffisamment simples pour que tout le monde puisse participer aux soins. Donc, il y aura toujours des systèmes très compliqués, des scanners très compliqués, mais il y aura aussi des systèmes low-tech réparables qu'un citoyen à peu près, voilà, avec un cerveau qui fonctionne à peu près, puisse faire fonctionner. Ça, c'est du low-tech. Voilà, donc ça veut dire qu'on va un peu inverser les choses aussi dans les systèmes de santé, quoi. Alors, un autre exemple, c'est l'audit interne de robustesse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans n'importe quelle organisation. C'est voir à quel point elle est robuste. Et donc, en fait, c'est pour dire qu'il y a du déjà là robuste dans les organisations et qu'il faut plutôt le faire fructifier, quoi. Voilà. Donc, comment on fait un audit interne de robustesse? Bah, c'est assez simple, hein. Il faut lister les contre-performances de l'organisation et voir en quoi ça ajoute du jeu dans les rouages dans l'organisation. Et donc, c'est un peu le contraire de McKinsey, hein, si vous voulez. C'est plutôt que d'évacuer les contre-performances, vous construisez dessus. Et donc, voilà, il y a plein d'exemples, hein, l'intéressement collectif, la polyvalence, la diversification, etc. Bon, c'est juste pour illustrer. Un autre exemple, c'est les nouveaux outils. Dans le monde de la performance, on adorait les indicateurs de performance, hein. Et ben, dans le monde de la robustesse, en fait, les indicateurs de performance sont très secondaires. On fait plutôt des stress tests, des tests de robustesse. Donc, c'est des jeux, des scénarios où on fait fluctuer les paramètres du système. Donc, on essaie de chahuter le système et on voit à quel point il est robuste. Donc, c'est l'exemple typique, hein, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si le pétrole est 30% plus cher l'année prochaine? Et ben, ça va changer les activités, hein, ça va changer le modèle économique. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un virus informatique qui éteint Internet pendant 6 mois? Qu'est-ce que ça change à nos activités, quoi? C'est ça qu'il faut faire, hein. Donc là, vraiment penser le monde fluctuant, mais le pratiquer avec des jeux, avec des scénarios. Et en fait, ce qu'on fait, si on le fait sérieusement, c'est qu'on va augmenter les marges de manœuvre dans l'organisation. Et quand on augmente les marges de manœuvre, et ben, quand la crise arrive, et ça sera encore une autre crise qu'on n'a pas prévue, et ben, on sera capable de résister à cette crise parce qu'on aura augmenté les marges de manœuvre, quelle que soit la crise, quoi. Alors, juste pour vous donner un exemple contemporain, là, en Suède, la Suède vient d'éditer un manuel de survie. Alors, bon, alors, Christine Anderson a fait un peu peur sur cette photo, là, mais c'est un manuel assez intéressant parce que c'est non seulement à cause de la crise en Ukraine, hein, vis-à-vis de la Russie, mais en fait, ils ont conçu leur manuel pour n'importe quel type de crise. Donc, ça peut être aussi une méga inondation dans le voisinage, quoi. Donc, en fait, avoir des stocks, être capable de réparer les choses, savoir où sont les choses, savoir se déplacer, etc., connaître son tissu social local, bah, tout ça, c'est de la base, hein, finalement, mais c'est typiquement un effort qui a été fait en réponse à un stress test, justement pour augmenter les marges de manœuvre et en fait éduquer la population à la robustesse. Alors peut-être ma dernière diapo avant que je vous laisse partir en atelier. Ce que ça va changer aussi, la bascule de la performance à la robustesse, c'est la posture du décideur.
Un décideur dans le monde de la performance, c'est quelqu'un, en fait, c'est un meneur qui dit je veux et je sais comment faire. Donc ça, bon, enfin, vous voyez à peu près, il y a plein, on peut mettre plein de personnes derrière ce truc-là. Je veux, je sais comment faire. En fait, c'est pas très grave si le monde est stable et abondant en ressources. Parce qu'en fait, si le décideur se plante, il y aura toujours des ressources ailleurs où on va pouvoir trouver une solution, quoi. Donc, c'est pas très grave. Dans un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources, il va falloir basculer vers autre chose. Le décideur, c'est quelqu'un, en fait, c'est plutôt un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc, c'est quelqu'un qui, au lieu d'être dans le vouloir, est dans le désir. Donc, le désir, hein, ça appelle à du nous, ça crée du collectif. Et c'est pas quelqu'un qui dit je sais comment faire, c'est quelqu'un qui dit je ne sais pas comment faire. Donc, c'est quelqu'un qui met le manque de solutions sur la table. Quand il y a un manque de solutions, ça fédère, ça mobilise un collectif. Et donc, ce collectif va pouvoir continuer à se déployer, les solutions vont pouvoir se propager, même si le décideur n'est plus là. Et ben donc ça, c'est robuste par définition, quoi. Et ben dans un monde fluctuant, on a plus besoin de facilitateurs que de meneurs, hein, très clairement. C'est pas pour dire qu'on n'a pas du tout besoin de meneurs. De temps en temps, on aura besoin d'un meneur. Voilà, un pompier qui va au feu, il faut que ce soit un meneur. Mais le reste du temps, le pompier, c'est plutôt un facilitateur, quoi. Voilà. Dans un monde fluctuant, on aura surtout besoin de facilitateurs. Ok, je m'arrête là. Peut-être plus calmement, vous pourrez lire ça tranquillement dans un bouquin. Donc, il y a le Antidote au culte de la performance, c'est 60 pages, un texte d'intervention sur ce sujet, hein. C'est ce que je vous ai raconté, mais en 60 pages. La troisième voie du vent, c'est 300 pages avec 500 références. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Ça, c'est sur la polarisation sociale. Le manifeste pour une santé commune, c'est un peu les méthodes dont je vous ai parlé. Il y a un MOOC, Construire la robustesse. Donc, c'est 20 fois une demi-heure sur la robustesse. Des conférences. Et sur le site de l'Institut Michel Serres, il y a un onglet S'impliquer où vous trouverez des formations qui sont faites par d'autres personnes, hein. Donc, c'est très pluriel et des premiers pas pour avancer dans la robustesse. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je ne vous ai pas perdu entre les différentes lignes et ma vitesse de parole. Merci beaucoup. Avant que je réponde à cette question, je voudrais juste dire que si jamais on n'a pas fini pour les questions, on organise sur le site larobustesse.org des cafés robustes une fois par mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on peut continuer les discussions. Donc c'est 1 heure de chat online, larobustesse.org. Alors du coup, la définition de la performance et du coup, quand est-ce qu'il faut être performant? Moi j'ai envie de dire, c'est le pompier, c'est toujours la bonne analogie, quoi. Il y a des moments où il faut autoriser la performance. C'est qu'en fait, je suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner la performance. C'est qu'en fait, si on est tout le temps dans la robustesse, si on faisait du 100% robuste, ce serait de la radicalité performante, de la radicalité robuste que de la robustesse. Et là, en fait, ça marche plus. C'est comme si on n'avait pas accès à la fièvre, hein. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir être performant. Donc, en fait, déroger à la robustesse pour autoriser un moment de performance. Et du coup, ce qu'il faut plutôt considérer, c'est pas vraiment quand est-ce qu'il faut être performant, c'est la durée de la performance. En fait, quand on autorise la performance, il faut que ce soit pour un temps court. Donc, ça veut dire que voilà, quand on éteint un feu, c'est pour un temps court. Après, il faut aller se reposer. Si on doit faire aux urgences, on doit soigner, il ne faut peut-être pas enchaîner les soins urgents. Il faut se reposer entre-temps. Vous voyez, c'est du bon sens, hein, très clairement. Mais c'est sauf que dans le monde actuel, il faut le dire, parce que, il y a plein de jeunes qui arrivent dans des boîtes et qui pensent qu'il faut être performant du matin au soir, quoi. Et donc, évidemment, ils font un burn-out à 27 ans, quoi. Voilà, c'est plutôt la durée. Donc, ça veut dire qu'il faut concevoir sa performance. Dès qu'on commence à être performant, il faut tout de suite mettre le temps d'arrêt. Il y a juste après la performance. C'est ça qu'on fait pas en général. Enfin, alors, les coopérations sont souvent interrègnes, hein. Enfin, donc, par exemple, les bactéries qu'on a dans l'intestin, enfin, vous savez, on trimballe 1,5 à 2 kilos de bactéries dans notre corps. On est des écosystèmes ambulants. Donc, ça, c'est une coopération interrègne entre un animal, nous, et des bactéries. Des exemples, il y a les coraux avec les poissons, par exemple. Voilà. Enfin, il y en a vraiment partout, hein. C'est ce qui domine sur Terre, hein, les coopérations. Il n'y a que des coopérations sur Terre. Enfin, je ne devrais pas dire ça. C'est ce qui domine. Il y a plutôt des coopérations et il y a quelques exemples de compétition. Mais ce qui domine sur Terre, dans l'océan, qui est un milieu extrêmement pauvre, la plupart des animaux coopèrent. Les poissons entre eux, les poissons avec les algues. Enfin, c'est tout un, c'est tout un écosystème. C'est vraiment une vision des choses qu'on a, quoi. Et donc, évidemment que c'est vrai aussi avec les champignons, avec les bactéries, enfin, avec tous les règnes, quoi. Et c'est interrègne. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que en fait, les êtres vivants
communiquent entre les règnes. C'est que nous, les humains, on a l'impression qu'on communique qu'entre nous, avec notre langue, donc on parle qu'aux humains. Alors qu'en fait, non, tous les jours, les plantes nous parlent, les animaux nous parlent, nous parlons aux plantes, aux animaux, ils nous écoutent et ils nous... Bah, tout ça, c'est de la coopération, hein. Voilà. En fait, si on est un petit enfant, qu'on est en ville, dans une cour bétonnée et qu'on rentre chez soi dans un appart où il n'y a pas de plantes, ça va être très difficile de développer un lien émotionnel à la nature. C'est pas possible. Alors qu'en fait, ça fait 300 000 ans que les humains vivent dans la nature. C'est une anomalie depuis un millier d'années, hein, qu'on a créé des environnements qui s'éloignent de la nature. C'est une anomalie. Nous ne sommes pas faits pour ça. On a besoin de la nature. C'est qu'en fait, non seulement on en a besoin parce que c'est des services, c'est de l'alimentation, c'est des services écosystémiques, filtrer l'eau, filtrer l'air, mais c'est aussi, on en a besoin, on a besoin de passer du temps dans la nature. Et ça, c'est démontré hein, maintenant, hein. C'est qu'en fait, si on s'éloigne vraiment de la nature, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on part en isolement. Alors, il y avait en fait, on devient addict à un nombre limité de connexions. Il y avait une expérience qui est très frappante là-dessus, et alors qui est caricaturale, hein, mais je vous la partage quand même. Si vous, alors c'est pas pour dire qu'on est des rats ou que voilà, mais c'est pas pour tout biologiser, mais c'est juste, donc je mets quelques bémols, hein, mais c'est quand même cette expérience, elle est très frappante. Vous mettez un rat dans une cage avec de l'eau et de l'eau avec de la cocaïne, donc deux pots d'eau différents. Le rat qui est tout seul dans sa cage, il va aller boire l'eau avec la cocaïne, il va devenir un junkie et il va faire une overdose. Vous mettez le même rat dans la même cage avec de l'eau ou de l'eau avec de la cocaïne, mais vous rajoutez d'autres rats, des plantes, des tunnels, des jeux, enfin d'autres choses, quoi. Le même rat, hein, eh ben, il va pas aller boire l'eau avec la cocaïne, il va aller boire l'eau sans cocaïne. Parce qu'il a accès à une diversité d'interactions. Et donc, en fait, il a besoin de se connecter. Et donc, vu qu'il a toute une palette de connexions possibles, il va se connecter à tout le reste, sauf la cocaïne. Parce que la cocaïne restreint le nombre de connexions. Donc en fait, ça, ce serait ce qu'il faudrait dire à Bruno Retailleau, qui veut faire une guerre à la drogue, hein, comme on faisait dans les années 80 aux États-Unis, et ça a été un échec total. C'est incroyable qu'un ministre en 2024 dise encore ça. Enfin, c'est vraiment désespérant, quoi. Donc en fait, c'est l'addiction. Le contraire de l'addiction, c'est l'adaptabilité. Et donc, dans un monde où il y a beaucoup moins de connexions au vivant, eh ben forcément qu'on devient plus addict à des choses toxiques. Donc là, la réponse aux addictions, à la solitude, à l'isolement, à la déprime, c'est la multiplication des connexions. Et il y a une façon de le faire très simple, c'est de multiplier les connexions au vivant. Et quand je dis au vivant, ça veut dire c'est des balades en forêt, enfin, voilà, c'est plein de choses, quoi. C'est sortir dans la nature. Ça fait énormément de bien parce que d'un seul coup, on se sent une partie d'un tout, quoi. Voilà. Je prends l'exemple de Pocheco, par exemple. Voilà, une entreprise qui fait des enveloppes à Lille. Donc on pourrait se dire, bon voilà, c'est juste une boîte qui fait des enveloppes. Bah, sauf que le patron, Emmanuel Druon, ça fait 25 ans qu'il fait de la coopération avec les non-humains de son foncier. Et donc, ça veut dire que quand je disais tout à l'heure qu'il faut prendre soin de la biodiversité, c'est pas seulement prendre soin d'une orchidée sauvage qui pousserait sur le terrain, hein, ça c'est très bien, mais c'est tout à fait anecdotique. Ce qu'il faut faire, c'est un partenariat avec les non-humains du territoire. Et donc, ce qu'il a fait, Emmanuel Dron et toute son équipe, évidemment, eh ben, c'est de mettre des plantes qui dépolluent les effluents de ces machines. Donc, l'eau qui sort de son usine va directement dans les rivières parce que des plantes les ont dépolluées. Donc, évidemment, ils ont choisi des machines qui sont compatibles avec des effluents qui sont dépolluables par des machines. Vu que ces plantes poussent, eh ben, ça fait de la biomasse. Avec cette biomasse, eh ben, ça fait une ressource d'énergie. Donc en fait, ils ont diversifié leurs sources d'énergie, ils ont des panneaux solaires, ils ont de la biomasse. Ça, c'est grâce à ces liens aux non-humains, au soleil, hein, quelque part. Bah, du coup, voilà, en fait, c'est repenser, récupérer l'eau de pluie. Et il récupère aussi l'eau de pluie. Voilà, c'est repenser notre lien à l'environnement par les liens au vivant. Et c'est vraiment, enfin, c'est du bon sens très basique, quoi. Dans un monde fluctuant, il faut s'ancrer dans son territoire. Et du coup, les services écosystémiques, la biodiversité, les êtres vivants nous fournissent énormément de choses, quoi, gratuitement. Il faut juste se reconnecter à ce flux d'abondance, quoi. On est en train de quitter le monde de l'abondance matérielle pour entrer dans le monde de l'abondance des interactions. On est en train de quitter le monde de l'autoroute pour entrer dans le monde de la richesse des interactions. C'est très joyeux. Et c'est ça, la coopération. Et donc, il y a des exemples pour les entreprises, pour les associations. La Convention citoyenne pour le climat, c'était à peu près la même chose. Enfin, bon, je ne vais pas vous refaire la liste, mais il y en a vraiment plein, plein, plein. Et en fait, c'est à expérimenter. Les écoles de la coopération, etc., quoi. L'habitat participatif, voilà, un autre exemple.
Coopération, alors c'est des écoles où en fait, bah, c'est le contraire d'une école de la compétition. Donc une école de la compétition, c'est une école où on met des élèves sur des chaises alignés, où ils ne doivent pas copier sur les voisins et ils sortent pas pas trop dans la cour de récré. On leur apprend un programme, donc c'est du top-down. Enfin, vous voyez le truc, hein, je décris l'éducation nationale un peu historique. Donc ça, c'est une usine à former de la chair à canon et des capitaines d'industrie, hein. Enfin, pour le dire de façon caricaturale, c'est l'école de Jules Ferry, hein. Bon, bah, ça, faut vraiment, ça, c'est complètement débile. Ce qu'il faut faire, c'est des écoles, enfin, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut imaginer, c'est des écoles où on forme d'abord des coopérateurs. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il n'y a pas de notes, hein, parce que ça, c'est la loi de Goodhart, hein. On va faire tout et n'importe quoi pour avoir la meilleure note. Et donc, on n'apprend rien quand on veut avoir la meilleure note. Donc en fait, on va plutôt mettre des élèves qui vont travailler en équipe. Le prof n'apporte pas des réponses, il pose d'abord des questions. Et donc, ce sont les élèves qui vont chercher par eux-mêmes la solution. Donc, c'est de la pédagogie active. Donc, ça veut dire qu'ils doivent chercher entre eux, ils doivent aller voir d'autres citoyens pour voir comment trouver ces solutions-là. Donc, en fait, ça, vous savez, la pédagogie active, c'est extraordinaire, hein, parce que bah, c'est robuste, parce que quand on a cherché soi-même l'information, ça reste pour la vie. On apprend à trouver l'information, ça c'est par la coopération, c'est qu'en fait, on va chercher soi-même, on fait un travail de recherche, quoi. On apprend à parler à des gens qui ont différentes traditions, différentes cultures. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'écouter des opinions différentes, qu'on est capable d'être exposé à des conflits et de résoudre des conflits. C'est tout ça, hein, l'école de la coopération. Et c'est très compliqué, l'école de la coopération. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment la pratiquer. L'école de la compétition, c'est très simple. Il faut juste être plus violent. Quand on est plus violent, on est plus compétitif. Quand on est plus coopérateur, alors là, ça demande d'avoir des savoir-faire complexes, d'être capable de parler à des gens différents, etc. Donc ça demande vraiment du temps. Donc voilà, bah, Montessori, Freinet, école du dehors, hein. L'école du dehors, bah, ça va faire le lien entre les deux questions. Quand on fait une école du dehors, ça veut dire que les enfants, peut-être 2 jours par semaine, font la classe dehors. Alors du coup, ben, ils sont exposés aux fluctuations du monde. Il peut pleuvoir, il y a peut-être des branches qui vont tomber, ils doivent peut-être déplacer des gros objets. Donc ils doivent se mettre à plusieurs. Ils vont prendre soin des autres. S'il pleut, ben voilà, ils vont se dire, ah, tiens, là, attention, il faut que il y a mon collègue, là, mon camarade, là, qui est en train de se prendre la pluie. Voilà. Ben, ouvrir hein, ces écoutilles, quoi. L'école du dehors, c'est non seulement se reconnecter le lien émotionnel au vivant, mais c'est aussi développer des capacités où on met en fait la robustesse du groupe avant la performance individuelle. C'est tout ça, quoi. Bon, alors, enfin, il y a les toilettes sèches, ça, ce qui serait un peu l'équivalent aussi. Enfin, il y a de plus en plus hein, comme ça, de solutions qui en fait, prennent soin du cycle de l'eau complet, notamment avec voilà, des bactéries, etc. Alors, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la robustesse sur l'eau, j'insisterai plutôt sur la santé sociale. Ce qu'on voit apparaître hein, de plus en plus, c'est les régies municipales de l'eau. Donc, c'est vrai à Paris, c'est vrai à Lyon. Et ça, en fait, c'est très clair, hein. C'est qu'en fait, si on laisse des grands groupes s'occuper de l'eau, ils auront des objectifs. C'est normal, hein, c'est de rentabilité à court terme. C'est leur mission, hein, rentabilité à court terme. Donc, ça veut dire qu'ils ne prendront pas soin des systèmes de l'eau à long terme. Donc, c'est absolument pour ça que c'est nécessaire, dans un monde toujours plus fluctuant, que les citoyens se réapproprient les services essentiels de la ville, des villages. Et donc, c'est évidemment les services de l'eau. Et donc, ce développement des régies de l'eau, en fait, c'est pas tellement la solution technique qui l'emporte. Le primat, il faut le donner à la révolution culturelle. Ce n'est pas parce qu'une entreprise privée aura une solution plus performante à court terme que c'est plus robuste. C'est le contraire. En général, on va déléguer ça à une entreprise, elle va résoudre le problème. C'est ce qu'on appelle, hein, les systémiciens appellent ça le efficiency trap, le piège de l'efficacité. À court terme, ça résout le problème, et donc on pense qu'on a résolu le problème, sauf qu'en fait, on s'est enferré dans une voie encore plus étroite. Maintenant, on est dépendant de cette entreprise. Le jour où cette boîte ferme ou met la clé sous la porte ou a une grosse difficulté financière, on n'a formé absolument personne pour prendre la suite. Les citoyens ne sont pas capables, ne comprennent pas leur système d'eau. Et là, c'est le collapse. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut que les villes, les villages se reprennent en main leur système d'eau. Et donc le développement des régies municipales de l'eau, c'est un exemple typique où on développe sa robustesse territoriale. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas intervenir des entreprises, hein, mais ça veut dire que la main est au public. Ça devient un commun, quoi. Oui, oui, ok, je vais faire un petit détour. Vous savez, c'est en fait c'est le problème des spécialistes qui parlent au grand public. Je suis sûr que les spécialistes du One Health, en fait, parlent de santé commune. En fait, on parle de la même chose.
Le problème, c'est que quand un spécialiste du One Health parle à une entreprise comme Total ou McKinsey ou Shell ou Exxon, enfin toutes ces entreprises qui sont quand même plutôt toxiques, bah, ce qui se passe, c'est que l'interlocuteur en face va prendre ce qui l'intéresse. Et donc là, une opportunité, une partie de la santé ne dépend pas de la santé des milieux naturels. Donc en fait, c'est comme, je vais vous donner un exemple, hein, c'est comme si un géologue disait que la crise climatique est une anomalie. Bah, d'un point de vue géologique, c'est vrai, c'est une anomalie, parce que c'est une déviation dans une longue histoire. Enfin, vous savez, le géologue, hein, l'unité de temps, c'est le million d'années hein, pour un géologue. Hein. Donc là, ce qui se passe, là, 30 ans, 50 ans, 200 ans, mais c'est une poussière, quoi. C'est rien du tout dans la géologie. Donc c'est une anomalie. Mais le problème, c'est que si un géologue va dans les médias et dit que la crise climatique est une anomalie, c'est dangereux. C'est pareil pour le One Health. C'est un concept qui est un concept de spécialiste, qui n'est pas du tout adapté à un discours grand public, parce qu'il y a plein de problèmes dans sa formalisation. Donc là, il y a le problème de la santé humaine qui serait en dehors des autres santé. Donc le schéma est vraiment faux, hein. Enfin, c'est très mal foutu, ce schéma. C'est hiérarchique, hein. La santé humaine dépend de la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. Et c'est hiérarchique. Il y a 100% de la santé humaine dépend de la santé des milieux naturels. Et l'autre chose, c'est la disparition de la santé sociale, quoi. En fait, tout le monde va dire que dans le One Health, évidemment qu'il y a de la santé sociale partout, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un rond avec marqué santé sociale? Bah, ça, c'est une opportunité pour le monde néolibéral. Elon Musk doit sabrer le champagne quand il voit le diagramme du One Health, quoi. Voilà, donc, c'est cette vigilance-là que nous devons avoir. Il faut être très clair sur les mots. C'est ce que disait Hannah Arendt, hein. Le prononcer le mot juste au bon moment, c'est de l'action. Et donc, dans un moment de révolution culturelle, il faut être intraitable sur les mots. Il faut absolument être extrêmement rigoureux sur la sémantique. Et donc, le One Health, pour moi, c'est flottant, quoi. Et donc, quand c'est flottant, ce qui domine, c'est la dérive sectaire qui est engagée. Et donc, ça reste au service de la performance. Ok, enfin, c'est pas pour dire qu'il y a rien, il faut tout jeter dans le One Health. C'est juste que c'est le symbole d'un monde qui est en train de se transformer. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Et il y a des gens dans le One Health qui font très, très bien les choses, mais c'est la formalisation qui est foireuse, quoi. C'est comme résilience. Bah, peut-être que, je sais pas s'il y a une question qui viendra après, mais la différence entre robustesse et résilience. Bah, la résilience, c'est pareil. C'est un très beau concept hein, qui vient plutôt du milieu, d'ailleurs, de la physique des matériaux au départ, et ensuite dans le milieu psychologique, hein, c'est Boris Cyrulnik et compagnie. Donc ça marche très bien dans un contexte médical particulier. Quand on applique la résilience au modèle socio-économique, le grand public, eh ben, ça devient une incitation à tomber pour se relever. Donc ça devient toxique, ça devient de la sélection darwinienne mal comprise. C'est la politique nationale de la résilience au Japon après Fukushima. C'est une phrase, hein. Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Ça, c'est la politique nationale de la résilience au Japon. Vous voyez l'arnaque de la résilience quand même. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu pareil. Donc la résilience, hein, c'est une trajectoire, tomber et se relever. Donc on oublie ceux qui sont tombés, hein, c'est ça le problème de la résilience. La robustesse, c'est pas du tout une trajectoire, c'est des bornes. Donc on élargit les bornes pour autoriser plusieurs trajectoires. Et donc en fait, pour être résilient et que ce soit positif, il faut d'abord être robuste. Il faut commencer par la robustesse. Et là, après, on peut se poser la question de la résilience. C'est toujours pareil, c'est une question de hiérarchie, hein. Donc le One Health, eh ben, il faut bien, voilà, enfin, je ne vais pas vous refaire le truc, voilà, c'est une question de hiérarchie. Est-ce que vous pouvez repréciser ce que vous entendez par santé sociale par rapport à la santé humaine? Et donc c'est la santé des systèmes sociaux. Donc ça veut dire qu'un un système social qui est en bonne santé, en fait, il est robuste, on pourrait le dire comme ça. C'est qu'en fait, il peut gérer des fluctuations. Donc ça veut dire, bah, par exemple, c'est un système démocratique. Un système dictatorial, quel qu'il soit, hein, que ce soit une entreprise qui a un système dictatorial, une association qui a un comportement dictatorial, sera très fragile. Parce qu'il suffit qu'il y ait une fluctuation, bah, typiquement le dictateur qui disparaît, et l'association plante, quoi. Donc en fait, la santé sociale, ça veut dire que c'est des mécanismes de robustesse qui permettent le maintien de l'activité sociale. Donc ça veut dire, bah, c'est de la coopération, hein. Donc c'est des systèmes coopératifs où on met le commun avant l'individu, quoi. Voilà. Genre, je vais pas vous donner un mode d'emploi parce que ce serait trop performant, mais je vais vous donner des clés voilà, pour des pistes quoi, de réflexion. Alors, en fait, il y en a essentiellement une piste, hein. C'est dans un système qui bascule,
Si vous passez beaucoup de temps dans les marges qui sont déjà robustes, et ben en fait, la plus-value n'est pas énorme parce que ces marges ont déjà tout compris. Donc, c'est bien, hein, mais je veux dire, en fait, c'est déjà des marges qui font les bonnes choses. Donc, il n'y a pas de raison d'amplifier le système. C'est déjà robuste. Au contraire, si vous allez passer beaucoup de temps au cœur du système, et ben ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une zone pathogène. En fait, vous allez vous esquinter, vous user, parce que c'est un mur. C'est le système, le cœur du système ne va pas basculer. Enfin, ça vaut le coup de passer un peu de temps, éventuellement, de communiquer, quoi. Mais ne pas dépensez pas toute votre énergie là-dedans, parce que ça ne va pas basculer. Donc, en fait, là où il faut passer du temps, c'est dans la couche intermédiaire. La couche qui est entre les marges qui ont déjà basculé et le système qui sera le dernier à basculer. Donc, dans ces marges, enfin, dans cette couche intermédiaire. Donc, c'est quoi cette couche intermédiaire? Eh ben, c'est des personnes qui sont en burn-out, donc qui ont fait l'expérience de la performance toxique. C'est des personnes qui sont en arrêt, qui sont dans le trouble, qui se posent des questions, qui commencent à s'interroger sur le monde qui vient, qui sont curieux de ce qui se passe dans l'art contemporain, par exemple, parce que l'art contemporain n'arrête pas de poser des questions là-dessus. Donc en fait, ces gens-là, là, qui en fait sont peut-être un peu le hamster dans sa roue, mais qui commencent à se dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette roue, quoi, hein, grosso modo. Et donc là, ce que j'ai envie de dire, ça, c'est la cible. Donc par exemple, moi, je passe beaucoup de temps à parler à des entrepreneurs, donc des PME, des TPE, qui sont justement exactement là-dedans, hein. Ils se prennent plein de fluctuations et ils ont encore le compas performant. Et ils pensent que s'ils vont augmenter la performance, ils vont passer la crise. Donc là, moi, j'interviens, si je peux dire, pour dire, non, alors là, si vous faites ça, vous allez mourir, hein, dans un an, quoi. Donc en fait, c'est vraiment le moment d'arrêter, quoi, et de voir l'autre côté, quoi. Et alors du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça aussi, c'est de la sémantique. C'est la différence qu'il y a entre être dans le pétrin et être en crise. Quand on est dans le pétrin, on est une souris dans sa roue, enfin on est le hamster qui tourne. Et puis plus on tourne et plus il faut accélérer, on manque de temps, et vu qu'on manque de temps, on accélère, et vu qu'on accélère, on manque de temps, on se met en tension, et puis voilà, là du coup on lâche, quoi. Donc c'est le burn-out ou je sais pas quoi. Donc ça c'est être dans le pétrin. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ce qu'on fait, c'est toxique, et on n'arrive pas à en sortir. Quand on est en crise, eh ben, c'est justement le moment où le hamster sort de sa roue. Donc c'est très différent. Ça peut être extrêmement fertile, si on s'est préparé, évidemment. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas gâcher les crises. C'est pendant les crises qu'on accélère la contamination de la marge vers le cœur. Il faut profiter des crises. Alors, un exemple, c'est la riposte créative territoriale. Ça, c'est des collectifs de citoyens qui, pendant la crise Covid, étaient évidemment déconnectés physiquement, hein. On était chacun confinés les uns les autres. Et ils ont partagé avec des outils numériques des solutions dans leur territoire. Et ça a extrêmement bien marché, à tel point que quand le Covid s'est terminé, ils ont continué. Et c'est devenu un protocole qui peut se contaminer, se répliquer. Bah, c'est typiquement une crise qui a généré une initiative. On peut donner un autre exemple, c'est la généralisation des pistes cyclables en ville. Ça nous a fait vraiment accélérer le nombre de pistes cyclables en ville, la crise Covid. Bah, c'est parce que c'était des pistes cyclables transitoires, hein, la fameuse distanciation physique. Et ben, en fait, il y a plein de maires qui se sont dit, bah, ça y est, on sanctuarise, quoi. Ça, c'est quasiment un abus de pouvoir, hein. Donc là, c'est un moment de performance. Voilà un exemple typique de instant de performance où dictatorialement, on dit, bah, finalement, on va consolider ces pistes cyclables, mais après, on revient au mode robuste, voilà, participatif, débat contradictoire, etc. Mais on a avancé. Pendant la crise, on a pu avancer. Alors, inversement, on voit que des crises, on en a gâché. La crise de 2008 financière, hein, quand on avait Strauss-Kahn, hein, avant le Sofitel, hein, qui était quand même à la tête du FMI, euh, crise financière, il avait toutes les banques dans ses mains, donc il aurait pu changer le système bancaire mondial. Il ne l'a pas fait. Et donc c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est qu'en fait, les personnes qui sont aux responsabilités doivent travailler avant la crise. Et quand la crise arrive, bah, c'est là qu'on voit s'ils en ont sous le capot, quoi, hein. Bon, voilà, donc il n'y avait rien, hein, clairement. Il nous a rien proposé, quoi. Pareil pour le gouvernement Macron pendant la crise Covid, on a gâché les 3 mois, hein, de confinement. Ça aurait été le moment où on aurait dû faire des tas d'expérimentations. Le salaire à vie, par exemple. C'est ça qu'on aurait dû le tester, quoi. C'était évident, quoi. Bon, bah, donc voilà, une crise qu'on a gâchée. Mais en parallèle, on a utilisé d'autres crises. Et donc, si je pousse le bouchon jusqu'au bout, si on veut contaminer la marge vers le cœur, il ne faut pas avoir peur des crises, il faut se préparer en amont des crises et voire même générer des crises. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en fait, il faut savoir sortir le hamster de sa roue.
Et donc, ça veut dire qu'il faut avant avoir préparé, c'est-à-dire qu'on on sort pas de la roue sans avoir préparé, hein. Ça veut dire qu'on se prépare, on explore différents projets. Et puis, quand on sent que ces projets, ben, ils peuvent tenir le coup, et ben là, on génère la crise, quoi. Donc, c'est typiquement voilà, les manifestations sociales, etc. En fait, c'est là qu'on génère la crise. Et donc, dans un monde fluctuant, la crise est un outil de contamination, quoi. Voilà. Ça veut dire explorer, expérimenter, diversifier. Donc, si je prends le contraire, hein, la performance, c'est se spécialiser sans faire dans une voie étroite, donc toujours faire la même chose, encore mieux, hein. Et quand on fait ça, en fait, bah, si le monde change, le jour où il y a une crise, on ne sait pas faire autre chose, quoi. Et donc, du coup, on est coincé. Donc, ça veut dire que, bah, en fait, se diversifier, bah, par exemple, pour une association, ça veut dire si on est très, très bon sur un domaine, je ne sais pas, moi, fabriquer un objet, quoi, ou bah, peut-être diversifier, donc faire aussi des formations sur cet objet, peut-être développer des formations à la réparation à cet objet, enfin, voilà, diversifier les plans. Et le jour où la crise arrive, et ben là, en fait, on a plein de solutions. C'est que, bah, je vais prendre un exemple peut-être d'une entreprise, comme ça c'est plus facile. Une entreprise qui dépendrait de biens chinois, de biens importés chinois. Si la Chine envahit Taïwan, la Chine ferme ses frontières. Donc dans un mois, peut-être que toutes les entreprises qui dépendent de biens importés chinois devront mettre la clé sous la porte. Sauf si en amont, elles ont développé une activité de réparation, une activité de formation, enfin d'autres activités, quoi. C'est ça, se préparer, hein, finalement, hein. C'est avoir des tas en fait, d'autres pistes. C'est le couteau suisse, quoi. En fait, c'est la main, hein. Voilà, une main, c'est un organe qui est très polyvalent. C'est pas, ça ne sert pas juste à taper sur un clou avec un marteau ou basculer, voilà, prendre un verre d'eau ou je sais pas quoi. Ça sert à plein de choses, quoi. C'est très polyvalent. Bah, dans un monde fluctuant, il faut plutôt penser à avoir des mains, quoi. C'est qu'en fait, on est tous génériques. On sait faire des tas de choses. Vous savez, la question qu'on pose, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? En général, on répond par notre activité professionnelle. Alors que, en fait, c'est faux, quoi. On respire, peut-être qu'on sait faire de la cuisine, peut-être qu'on est capable de parler du jazz pendant des heures. Enfin, voilà, on a plein de compétences, en fait. Bah, c'est ça qu'il faut chérir, quoi. C'est ça qu'il faut mettre en avant dans le monde de la robustesse et vraiment en faire une activité, enfin, des activités, quoi. Se préparer. Et une fois que la crise est passée, donc là, je pense. Alors, c'est les fameux rituels, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, après une crise, il faut célébrer la fin de la crise pour acter ce qu'on a appris de la crise. C'est-à-dire le pire, hein, c'est de passer une crise et de le plus rapidement possible revenir à la situation d'avant sans marquer ce qui s'est passé. Si on ne marque pas ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on acte le fait qu'on veut oublier la crise. Alors ça, bah, si activement on oublie la crise, on n'aura rien appris de la crise. Alors ça, typiquement, c'est gâcher une crise. Donc, il faut faire un rituel. Après une crise, il faut marquer le coup et vraiment lister, travailler, faire des événements culturels, voilà, sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise et entrer en débat. Alors, voilà, il y a eu plein de choses, hein, les nuits debout, etc. Enfin, je veux dire, avant les Gilets jaunes, il y a eu, on a eu des moments comme ça. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Par exemple, alors, c'est un exemple et un contre-exemple. Au Japon, là, Fukushima, de nouveau, quand il y a eu des très grandes inondations, mais il y a des siècles, hein, enfin, ou un ou deux siècles, les Japonais avaient mis des stèles dans les montagnes en disant il ne faut pas construire en dessous de cette pierre. Et les pierres sont toujours là, hein. Et ben, tout ce qui a été dévasté à Fukushima, c'était en dessous de cette fameuse stèle, quoi. Donc ça veut dire que si on construit en dessous de la stèle, bah, peut-être qu'on construit pas pareil, quoi. Peut-être qu'on fait des habitats réversibles. Peut-être qu'on s'inspire de ce que fait Patrick Bouchain, par exemple. Donc déjà là, architectural, quoi, qu'on peut modifier, adapter, quoi. Donc en fait, c'est ça, hein. Et du coup, voilà, une crise, en fait, faut en parler, quoi. Faut en parler. Pour une inondation, par exemple, c'est ce que dit l'anthropologue Gilles Armani au 19e et avant, quand il y avait une inondation dans des habitats qui étaient près des rivières, les gens disaient la rivière nous rend visite. Ce qui est quand même plutôt joyeux, hein, alors que c'est une inondation qui a tout dévasté quand même, hein. Bah, pourquoi? Parce que bah, déjà ils étaient habitués à ce genre de crise, ils vivaient avec les fluctuations. Et surtout, ils savaient qu'après l'inondation, il y aurait un grand moment de coopération territoriale. Donc, les gens du village allaient s'aider les uns les autres à tout nettoyer et il y aurait une fête pour célébrer le retour au moment d'avant. Donc là, en fait, bah, du coup, les gens savaient que ça allait arriver, ils savaient quoi faire quand ça arrivait, ils savaient nager dans les rivières, enfin tout ce qu'on a oublié, nous, hein, parce que justement, alors je ne dis pas qu'il faut construire au ras des rivières, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le principe de précaution a un rôle, mais il faut aussi savoir que plus on évite les fluctuations et moins on s'éduque.
Et donc, dans un monde qui devient fluctuant, il faut absolument enfin, être exposé aux fluctuations, alors de façon contrôlée quand même, pas que ce soit létal, hein, mais il faut vivre avec les fluctuations. C'est ça la vie, hein, c'est vivre avec les fluctuations. Éviter les fluctuations, c'est la mort, hein. C'est l'eau tiède, quoi. Et comment on impulse un changement quand il n'y a pas de crise? Donc, je pense au changement climatique où effectivement il y a des crises, il y a des moments voilà, d'événements extrêmes, mais on a quand même cette impression de ça change, mais finalement lentement, qu'on a du temps. Comment est-ce qu'on impulse le changement quand il n'y a pas un événement de crise majeur? Oui, alors c'est le problème de notre crise socio-écologique. Là, c'est le problème, c'est pas tellement les gros, enfin, c'est un problème évidemment, les grosses inondations, mais c'est le risque lent. Nous sommes à l'ère du risque lent. C'est-à-dire que, bah, par exemple, le trou dans la couche d'ozone, des gaz CFC, inodores, incolores, qui fuitent tout doucement, on n'a pas vu venir que ça pouvait éradiquer l'humanité sur Terre. On l'a pas vu. Ça, c'est le risque lent. Donc, l'époque du risque lent, c'est très compliqué pour nous, les humains, qui ont une durée de vie très courte par rapport à ces risques. Et donc, en fait, on ne les voit pas. Donc, du coup, bah, la réponse, c'est les stress tests. Il faut que nous, les humains, nous nous éduquions au monde fluctuant. Et donc, en fait, on pense que le monde est stable par défaut. Tous les matins, le soleil se lève. Et du coup, on pense que c'est ça pour tout, que tout est stable tout le temps. C'est faux. Le monde est tout le temps fluctuant et en plus, nos activités humaines ont augmenté l'écart type. Ça va devenir de plus en plus fluctuant. Donc le stress test, c'est une façon pour nous, les humains, de nous forcer à faire face au monde fluctuant. Et c'est pas pour faire peur, hein. C'est pas pour avoir peur du risque, c'est pour réenchanter le risque. C'est qu'en fait, quand on fait des stress tests, et si on prend des marges de manœuvre, hein, bah, du coup, on a tout construit sur un certain niveau de risque. Et du coup, quand la crise arrive, bah, c'est bon, en fait, on a tout prévu. À la limite, c'est une opportunité justement pour accélérer la transformation. Saisir. Alors, il y a quelques outils qui commencent à sortir. Et donc, par exemple, la métropole de Lyon a mis en place un jeu qui s'appelle Tumult, alors, qui est plutôt à destination des entreprises, mais c'est exactement ça, hein. C'est un jeu de cartes où il y a des fluctuations inattendues qui arrivent. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est presque un jeu à construire soi-même. Vous pouvez construire un stress test vous-même avec votre association, votre organisation. Vous regardez les paramètres de votre organisation et vous les faites varier. Voilà, et vous voyez ce qui se passe. Donc c'est tout à fait customisable en fonction d'une organisation. Sinon, je vous renvoie de nouveau à larobustesse.org, il y a des ressources en open access dessus, quoi. Donc il y a des stress tests aussi dedans. Et le jeu s'appelle Tumult. Je vois la question qui arrive. Tumult, c'est la métropole de Lyon qui a fait ça. Oui, alors en plus, c'est ça qui est extraordinaire. On l'a fait. En fait, là, je vous ai raconté mon histoire de façon très binaire, hein, en disant que l'histoire de l'humanité, c'était la trajectoire performante. Mais en fait, quand on regarde bien, quand on a eu des très grandes crises, juste après des très grandes crises, on a développé de la robustesse. Alors, la dernière très grande crise qu'on a vécue, nous, l'humanité, c'est la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé entre 45 et 48, eh ben, c'est des moments où, en fait, où on développe de la robustesse. C'est la sécurité sociale, les droits de l'homme, la charte de la Havane. Enfin, il y a énormément de textes qui sortent entre 45 et 48 où on développe de la robustesse sociale, notamment. En 48, c'est là où on crée l'Union internationale de conservation de la nature, hein, par exemple. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se passent après des grandes crises. Pareil, la fenêtre entre 68 et 72, eh ben, ça suit les années 60 où là, on a affaire à des énormes pollutions territoriales, hein. Minamata au Japon, Seveso en Italie. Donc, dans les années 60 et 70, on a eu des très grosses pollutions et c'est là où, en fait, on crée tous les ministères d'environnement, l'EPA aux États-Unis, la première conférence de Stockholm, le rapport au Club de Rome, c'est 72. Et ben, en fait, donc chaque fois qu'il y a des crises, on augmente la robustesse. Le problème, c'est en fait depuis 73, depuis le choc pétrolier, et depuis, en fait, en gros, en 73, c'est vraiment une année incroyable, c'est l'année où on déraille, hein. Choc pétrolier, Pinochet arrive au Chili avec les néolibéraux qui lui proposent son modèle économique. À partir de 73, on a déraillé, on a choisi la fiction à la réalité. Et donc, depuis 73, donc ça fait 50 ans, on est dans une fiction, dans la fiction néolibérale, performante, toxique, mortifère. Les derniers avatars, hein, c'est Musk qui veut aller sur Mars, c'est les patrons de la Silicon Valley qui veulent faire des bunkers. Donc, c'est que des projets de mort, hein. C'est des tombeaux, c'est des planètes mortes, c'est des villes mortes dans le désert. C'est que des projets de mort. Donc, en fait, on arrive au bout de ce truc-là, quoi. Ça y est, enfin, quoi.
Alors, il y a de la casse, il y aura de la casse, mais c'est la fin de ce monde-là. On va atterrir, il n'y a pas le choix. Et justement, par rapport à ces Elon Musk, comment on fait pour éviter, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il est à la marge, parce que bon, maintenant il est au gouvernement américain, mais comment on peut éviter justement que des marges, on va dire, moins désirables, comme des Elon Musk, des Trump ou des extrêmes comme l'extrême droite, peuvent voilà, conquérir, on va dire, le cœur. Oui, alors Musk, hein, c'est un trillionnaire, hein, donc il est clairement pas à la marge, hein. C'est le cristal du cœur du système. Alors les marges, en effet, alors ce qu'on a vu aux dernières élections législatives, hein, c'est notamment dans le monde rural une bascule vers le Rassemblement national, hein. Enfin, ça, c'était assez évident. En fait, il faut juste, enfin pour moi, hein, ce qu'on peut dire, c'est que l'élection de Trump, le Rassemblement national, tout ça, c'est le symptôme d'un monde qui est malade. Donc c'est très vrai, il y a une part de vérité dans ce vote qui dit quelque chose. Et donc il faut le lire comme on peut lire un symptôme d'une maladie, quoi. Ça dit quelque chose. Et donc en fait, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le monde rural, pendant très longtemps, a été, ces dernières décennies, a été colonisé par la ville. En fait, le modèle urbain s'est décliné dans le monde rural. On a imposé un modèle urbain dans les villages. Le Wi-Fi est arrivé dans les villages, quoi, pour le dire un petit peu rapidement, quoi. Alors, il y a des choses qui sont très bien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout respecté l'hétérogénéité territoriale, quoi. Et donc, il y a une résistance dans certains collectifs qui se comprennent très bien. Enfin, on peut aussi l'entendre, ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, on peut sortir de l'opposition extrême droite, extrême gauche, droite gauche, quoi. En fait, c'est plutôt se dire, le monde rural, le monde de l'agriculture, c'est en fait des collectifs qui sont aux marges parce qu'ils sont soumis à des très fortes fluctuations. Les travailleurs pauvres, ben, ils sont à la fois aux marges de nos villes, mais ils sont beaucoup dans le monde rural. Il ne faut pas l'oublier, ça, hein. C'est vraiment un monde qui est très pauvre, hein. Enfin, il y a vraiment de la misère dans le monde rural, hein. Pas que ça, mais il y en a beaucoup, quoi. Ce qui est incroyable, parce qu'ils sont justement ceux enfin, qui nous fournissent un certain nombre d'aliments, qui prennent soin des territoires, etc. Donc ça, faut le voir aussi. Et donc moi, j'aurais tendance à dire que ce qui pose question, c'est pas tellement le fait que Trump soit élu, que le Rassemblement national monte. Ce qui pose question, c'est qu'il n'y ait pas de contre-modèle désirable à ça. C'est ça le problème. C'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas un contre-modèle qui prenne en compte le fait que on vit dans ce monde de plus en plus fluctuant, qui écoute ces marges qui sont en train de faire face à des fluctuations très fortes pour développer un programme politique ou un projet politique qui prenne compte de ça. Enfin, le contre-modèle, on va dire Kamala Harris, qui avait plein de qualités, mais c'est le monde d'avant, quoi. Il n'a pas compris ce qui est en train de se tourner. Et c'est un peu pareil en France. Voilà, donc il y a du travail à faire, quoi. Ça, c'est sûr. Mais donc c'est difficile. Enfin, c'est une question difficile, hein. Je n'ai pas une réponse clairement, hein, comme vous voyez, hein. Pour résister au bulldozer de l'extrême droite, c'est très compliqué. Parce que contre un bulldozer, il faut un récit culturel au moins aussi fort. Et là, pour l'instant, le récit culturel qui est en face est très faible. Ouais, alors il y a la constitution finlandaise qui a les 7 droits au bien-être, extrêmement novatrice, hein. Par exemple, il y a un des droits au bien-être dans la constitution de la Finlande, c'est le droit à la déconnexion, le droit à la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que ce soit inscrit dans la constitution. Et que ce soit des valeurs vraiment ancrées, quoi. Alors la Finlande, là, ça devient un peu plus compliqué en ce moment, mais sa constitution est toujours comme ça. Donc, ça, c'est quand même assez réjouissant. Mais après, oui, en fait, il y a plein de choses déjà. C'est ça ce que je vous disais. Dans les marges, en fait, il y a déjà des collectifs de citoyens qui ont déjà tout mis en place, finalement, hein, qui ont des systèmes coopératifs, etc., de robustesse territoriale. Donc, en fait, quasiment tout est là. Au niveau politique, c'est surtout les politiques locaux qui s'en emparent. Et en fait, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de politiques locaux qui ont déjà mis un pied là-dedans, hein. Je prends l'exemple de Lyon parce que c'est le territoire que je connais mieux, mais la métropole de Lyon, par exemple, développe des systèmes. Bah, par exemple, je donne un exemple caricatural, la métropole de Lyon ne veut plus attirer d'entreprises. C'est que le primat est donné au renforcement des entreprises locales. Bah ça, c'est très novateur, hein, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand on veut absolument attirer le maximum d'entreprises, ça fait beaucoup de pollution, beaucoup de chômage, beaucoup de turbulences dans tous les sens, ça ajoute de la turbulence à la turbulence. Alors qu'en fait, les fonds publics, on peut les utiliser pour renforcer la coopération territoriale, et c'est comme ça qu'on réindustrialise, qu'on fait des industries plus respectueuses de l'environnement, parce qu'elles restent dans le territoire. C'est l'exemple des districts industriels du nord de l'Italie, hein, c'est exactement ce qu'ils ont fait.
où ça a beaucoup moins délocalisé. Donc en fait, il y a plein d'exemples où on peut le faire dans le territoire. Mais il ne faut pas chercher nécessairement une solution au niveau national ou supranational, hein. C'est pas là que ça va se passer, quoi. Toujours pareil, hein, c'est les marges qui vont nous guider, quoi. Et d'ailleurs, juste pour rester très positif, les 3 ans qui viennent, là où on n'a pas de Parlement, hein, enfin, au niveau national, il n'y aura pas de Parlement, enfin, ouais, ça déconne complètement au niveau national. Bah, c'est au niveau local que ça va se passer. Et donc, c'est peut-être qu'on peut espérer que les politiques locaux seront enfin écoutés, parce que c'est eux qui ont la main là, actuellement. Ils ont beaucoup plus de légitimité que la politique nationale, quoi. En fait, la robustesse répond à une pulsion humaine profonde, celle de durer et de transmettre. Tout le monde répond à ça, hein. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit un pays du Nord, un pays du Sud, tout le monde répond à ça. Et en fait, une autre façon de le dire, c'est que si on commence par la sobriété, ça va pas marcher. Parce que la sobriété, c'est, si on le réduit, hein, c'est la nécessité de réduire, justement. La nécessité de réduire, ça ne répond pas, tout le monde ne va pas répondre. Si on est pauvre, la sobriété, ça ne marche pas, hein. Donc en fait, il faut plutôt créer les conditions de la sobriété. Bah, créer les conditions de la sobriété, c'est la robustesse. En fait, par exemple, si on fait des objets réparables, ils seront moins sobres parce qu'ils seront plus gros. Il y aura plus de métal, il y aura des plus gros boulons, quoi. Donc ça, c'est pas sobre. Mais par contre, quand c'est réparable, ça génère de la sobriété. Et donc, il ne faut pas là aussi se tromper. La sobriété, c'est un excellent objectif. Ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Et donc, pour les territoires, il faut commencer par la robustesse et voir à quel point ça génère de la sobriété, ça génère de la régénération des écosystèmes, ça génère du désir, de l'emploi, du lien social. C'est ça, hein. Enfin, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Donc, en fait, si je le dis différemment, la robustesse, c'est un principe pragmatique. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste, mais c'est aussi une méthode. Actuellement, on ne manque pas de solutions. On a surtout accès à trop de solutions contre-productives. Et donc, la robustesse, c'est une méthode. Il faut commencer par la robustesse pour faire le tri dans les solutions. En gros, il faut d'abord qu'une solution soit robuste. Et après, on peut parler de si on met des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Ben, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est diversifier les sources d'énergie. Ça, c'est robuste, quoi. Voilà. Par exemple. Ben, un exemple peut-être de territoire, hein, je peux juste pour l'incarner un peu plus, c'est la Biovallée, par exemple. La Biovallée dans la Drôme, c'est un territoire qui s'est rendu compte que son eau était polluée. Et ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont fait une approche systémique pour tout remonter. Donc, comment ça se fait que l'eau soit polluée? Eh ben, c'était leur agriculture qui émettait des polluants, hein, des nitrates, des pesticides dans l'eau. Donc, du coup, ils ont changé l'agriculture. Donc, ils ont basculé en agroécologie, en bio. Sauf que bah, ça, c'est pas suffisant, parce que si on fait de l'agroécologie, d'un seul coup, ça devient massif, il faut des insectes auxiliaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une usine de fabrication d'élevage d'insectes auxiliaires. Mais ça, c'est pas encore suffisant, parce qu'il faut que ça se transmette entre les générations. Donc, ils ont fait une école de la pratique de la nature et des savoirs, pour que ça se transmette entre générations. Donc, c'est comme ça. En fait, quand on met le pied dans la robustesse, on ne s'arrête plus après. Ça devient systémique. Parce que si on veut que ce soit robuste, il faut vraiment que ce soit robuste. Donc, il faut que ce soit robuste à toutes les échelles et dans le temps long. Et c'est très joyeux, ouais, à chaque fois. C'est en fait, à chaque fois, on sait qu'on construit de la robustesse et qu'on va augmenter sa robustesse à chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. Alors, il y a la plus-value. Bon, il y en a d'autres, hein, la Wallonie aussi. Ils ont beaucoup de ressourceries, de paysans artisans, etc. Enfin, ouais, il y a plein de territoires qui se prennent en main et à chaque fois, c'est pareil, hein. D'ailleurs, ils sont souvent en interconnexion. Les paysans artisans, par exemple, ils stockent leurs aliments dans des grands groupes froids, etc. Ben, le fournisseur du groupe froid, c'est une coopérative. Donc, en fait, ils s'entraident les uns avec les autres, quoi. Voilà, c'est ça, hein, un secret, quoi. C'est que souvent, ils sont coincés dans le monde de la performance, hein. Ils veulent des retours sur investissement rapides, quoi. Donc, du coup, il faut déjà bien savoir à qui on s'adresse. Bon, après, il peut être nécessaire quand on lance un projet d'être dans la performance la première année, hein. Si on veut vraiment le lancer rapidement, etc. Là, c'est comme une startup, quoi. On va plutôt être dans la performance au début. Donc, c'est le moment de fièvre, hein, où là, on fait de la performance. Mais par contre, il faut tout de suite imaginer que, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut tout de suite imaginer le moment où on bascule vers la robustesse. Donc, cette performance ne doit pas durer trop longtemps. Et donc, les investisseurs qui peuvent être pertinents, bah, il y a la Fondation de France. Alors, actuellement, l'Institut Michel Serres, là, on est en train de leur parler. Ils ont acté le fait que la robustesse devrait être une valeur transversale pour toutes les fondations. Donc, ça, c'est enfin, plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est en train de percoler. L'ADEME, hein, aussi, est très attentive à cette question de robustesse. Donc, en fait, ça commence à prendre. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas être timide. Voilà. Si vous avez un projet robuste, il faut en parler
parce que sinon, si on n'en parle pas, c'est le monde performant par défaut. C'est comme si on ne... ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on décide de faire un projet robuste, il faut d'abord désintoxiquer son interlocuteur. Il faut expliquer pourquoi ce n'est pas un progrès, c'est pas un programme ou un projet performant. Il faut expliquer. Et ensuite, dire quelles sont les valeurs ajoutées de la robustesse. Mais c'est d'abord dire que c'est pas performant et insister sur le fait que c'est pas performant. Parce que quand c'est performant, c'est fragile. Enfin, je ne refais pas mon topo, quoi. Donc les investisseurs, en fait, la carte qu'il faut jouer, hein, c'est la carte risque, hein. En gros, dire le niveau de risque augmente. Dans vos projets que vous financez habituellement, vous avez peut-être pris le risque économique. Bah, maintenant, il faut rajouter le risque social, le risque géopolitique, le risque écologique. Donc, votre projet que vous voulez financer, il faut qu'il soit robuste. Parce que le niveau de risque a beaucoup augmenté, il ne va pas arrêter d'augmenter. Donc, en fait, si vous proposez un projet réellement robuste, eh ben, ça a de la valeur ajoutée pour un investisseur. Parce que, quel qu'il soit, hein, que ce soit un investisseur public ou privé, hein. Parce que dans son portefeuille d'investissement, il faut qu'il ait des projets robustes, quoi. Voilà. Manier la carte du... Moi, c'est que les médias s'en emparent un peu plus de cette question de robustesse. Alors après, on met le mot qu'on veut derrière, hein. Enfin, je veux dire, la robustesse, c'est un mot physique voilà, qui répond bien aux fluctuations. Après, on peut utiliser d'autres mots, hein, la viabilité, l'adaptabilité. Enfin, il y a des mots un peu périphériques quoi, qui vont très bien. En fait, alors pour les élus, c'est compliqué parce que quand on est élu, alors surtout dans les strates plus élevées, on est dans un rythme qui fait qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Et c'est normal, hein, je comprends tout à fait. C'est quand on est dans la décision, on n'a plus le temps de réfléchir. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que d'aller voir les élus, il faut plutôt aller voir l'entourage de l'élu. Parce que normalement, l'entourage de l'élu, c'est celui qui a un peu plus de temps pour réfléchir. L'élu, et c'est pas possible, hein. Enfin, l'élu qui est vraiment très vertueux, c'est quelqu'un qui a travaillé avant d'être élu. Et quand il est élu, il ou elle, hein, évidemment, et ben en fait, cette personne-là ne travaille plus parce qu'elle a travaillé avant et elle est dans l'action. Donc elle fait. On ne peut plus réfléchir quand on est élu, parce que, ou quasiment plus, parce qu'on est dans un flux tellement énorme, enfin, il y a tellement de sujets, enfin, je pense que tous les élus le savent, ça, que on n'a pas le temps, quoi. Donc il faut avoir travaillé avant. Mais les personnes qu'il faut aller voir, c'est les entourages des élus, quoi. Bah, faut penser ça collectivement, hein, évidemment, hein. Si on le fait tout seul dans son coin, et en pensant détenir la vérité, c'est performant. C'est radical, quoi. C'est je veux et je sais comment faire. Donc ça marche pas. Donc il faut plutôt créer du désir en disant, eh ben, et si, comment on va faire pour faire face aux fluctuations? Moi, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un groupe de travail qui réfléchit? Bah là, on va développer de la robustesse. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est ne pas mettre la solution d'abord, c'est d'abord mettre la question. Il faut questionner la question. Alors, je vais vous donner un exemple de gros robuste. Je vais vous prendre l'exemple de mon laboratoire. Alors, moi, j'y suis pour rien, hein. C'était un laboratoire qui était robuste avant que j'arrive, hein, donc j'ai eu de la chance, quoi. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire pour en rajouter. Mais c'est un laboratoire de recherche. Et donc, bah, typiquement, ce qu'on demande à un laboratoire de recherche, en général, c'est de faire de la performance, hein. C'est publier dans les meilleurs journaux le plus possible, former le maximum de chercheurs, etc., quoi. Et ben, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est quand on a des financements, c'est de tout mettre en commun. Donc, ce qui est presque illégal, hein, parce qu'il y a certains financements, normalement, ça doit aller qu'à un seul chercheur qui doit travailler sur son sujet et surtout pas partager son argent. Bah, nous, on a décidé d'aller contre cette règle. Donc, parfois, il faut désobéir pour refaire de la robustesse, parce que la réglementation est souvent en retard, hein. Donc, il faut être devant la loi. J'ai pas dit hors la loi, mais c'est devant la loi, parce que c'est ça qui va finalement l'emporter. Et donc, on met des financements en commun. Ça permet à des jeunes chercheurs, quand ils arrivent dans notre labo, d'être tout de suite en capacité de faire de la recherche. Et donc, de même, d'aller chercher des financements après, une fois qu'ils ont publié, etc. Donc, en fait, c'est très vertueux. On a des techniciens et techniciennes qui sont partagés entre les équipes, etc. Donc, en fait, c'est vraiment penser collectif. Et donc, venir avec une question et la poser à un groupe. Voilà. Ce serait le premier pas pour développer la robustesse de son organisation. Je pense qu'on arrive au terme de ce temps de questions-réponses. Donc j'espère qu'on a abordé à peu près toutes les questions et les remarques qui avaient été qui étaient remontées par le pad. Donc je vous remercie Olivier Amand pour cette intervention, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment passionnant. Moi, ça me donne plein d'envie euh, pour, euh, pour nos actions. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut appliquer et même si il faut accepter de changer complètement de façon de penser, d'aller vers des choses beaucoup plus lentes, beaucoup moins performantes. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose de facile parce que ça va à l'encontre de tout ce qui nous paraît plutôt intuitif.
Je pense que ça nous donne envie d'essayer d'appliquer certains outils. Je pense au stress test, par exemple, aux audits internes, peut-être de développer des outils pour évaluer nos projets en santé environnement. Ça peut nous aider vraiment à enrichir tous nos outils méthodologiques d'évaluation. Et puis, euh, je pense que ça nous demande quand même un réapprentissage de plein de choses. Donc, on voit que aussi se tourner vers les enfants, les jeunes et développer certaines compétences de coopération, voilà, pour aller pour plus de robustesse, c'est quelque chose d'important et qui fait vraiment écho aux pratiques qu'on peut avoir en éducation et en promotion de la santé environnement, notamment à travers le développement des compétences psychosociales. Donc, voilà, moi je trouve que ça a fait vraiment écho avec nos pratiques et que c'était vraiment très parlant et très bien illustré. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos réponses éclairantes. Merci Alors, beaucoup. avant de... Merci beaucoup. Avant de nous quitter, on vous propose de remplir un petit questionnaire de satisfaction, parce que bon, il faut quand même un petit peu de performance dans tout ça, donc on a quand même des indicateurs de réussite, hein, voilà. Donc on va vous mettre dans le chat un lien vers le questionnaire. On va vous laisser peut-être une minute pour l'ouvrir, le consulter. Vous pourrez éventuellement le remplir une fois que vous êtes déconnecté. Donc pendant que vous ouvrez, donc je vais vous rappeler effectivement il y aura un replay du webinaire. Donc si vous avez raté le démarrage, on a démarré un petit peu rapidement pour bien finir à l'heure. Donc si vous avez raté une petite partie de l'intervention, je vous invite évidemment à consulter le replay. On mettra aussi à disposition le replay du webinaire sur l'écoféminisme qu'on a organisé la semaine dernière. Donc les deux replays seront disponibles sur le site Agir ESE. Vous retrouverez aussi sur le site Agir ESE tous les événements du pôle éducation et promotion de la santé et environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous pourrez aussi vous inscrire à la lettre d'information, voilà, donc c'est une lettre mensuelle qui vous proposera donc une sélection d'événements, de ressources et des fiches méthodes, enfin voilà, tout ce qu'on met en ligne sur le site Agir ESE. Donc, hop.